Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 28 décembre 2019, j'étais l'invité de LCI pour un débat autour de la question de la réforme des retraites et de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Alors il y avait autour de la table un représentant de la République En Marche, un représentant du Rassemblement National, puis une représentante des Républicains. Et dans ce débat, on a pu voir finalement que le représentant de la République En Marche était assez en difficulté pour expliquer l'utilité de sa réforme des retraites, qu'elle est finalement assez floue et que les gens n'y comprennent plus grand-chose. Et donc c'était un débat assez animé, assez, je pense, intéressant, même si parfois un peu cacophonique malheureusement. Mais c'est le lot de ce genre de débat et je sais que beaucoup d'entre vous dans les commentaires me disent que ça leur devient insupportable. Et effectivement, il est assez difficile parfois de développer des arguments un peu construits, un peu poussés, compte tenu du fait qu'il s'agit souvent de se couper la parole et de passer la parole de l'un à l'autre sans vraiment écouter les arguments de l'autre. Bref, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu pour défendre nos arguments et puis pour essayer de répondre aux mensonges, ce que j'estimais être des mensonges de la personne de la République En Marche. Voilà, je vous laisse regarder cette émission et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin si vous avez le courage d'aller jusqu'à la fin parce que ça dure quand même 1h30. Allez, je vous retrouve à la fin pour ceux qui auront le courage. LCI Midi, c'est en direct pendant 2 heures et avec mes invités que je vous présente dans un instant, nous allons suivre cette riche actualité du milieu de ces vacances de Noël en quelque sorte. Annéry Le Pallec, merci d'être avec nous. Vous êtes maire Les Républicains de Chevreuse, non loin de Paris. Julien Bargeton, vous êtes sénateur de La République En Marche. Jean Messia, vous êtes du Bureau national du Rassemblement national et Antoine Léaumont de La France Insoumise. Un plateau riche et varié pour commenter une actualité qui ne l'est pas moins. Regardez cette image en direct de nos équipes avec une dominante jaune à côté, place de la Bourse, des gilets jaunes qui ont commencé à se rassembler et puis à droite sur l'avenue Jean Jaurès, la CGT qui commence à descendre, pour ceux qui connaissent Paris, vers la gare du Nord où tout le monde devrait converger pour aller ensuite sur la place du Châtelet. La grève, jusqu'à quand? C'est la question que nous posons dans notre bandeau. On a l'impression que, alors que nous en sommes à 24 jours, c'est-à-dire on a dépassé la durée de la grève de 1995, elle ne va pas s'arrêter de sitôt. Alors j'ai presque envie de me tourner vers vous, puisque vous représentez La République En Marche. Vous ne craignez pas qu'il y ait un vrai enlisement de ce conflit ? Les négociations ont commencé et les syndicats eux-mêmes ne souhaitaient pas négocier pendant la période de Noël. D'ailleurs, ils ont envoyé, pour ce qui concerne la CGT, ils ont envoyé pour ce qui concerne la CGT le cochonnet assez loin, puisqu'ils ont dit le 9 janvier pour la prochaine grande journée de mobilisation. Et donc, il n'y a pas de négociations qui sont pendant cette période de repos, méritée d'ailleurs pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact téléphonique. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de travail effectué. Il faut être prêt avec des simulations pour arriver, notamment lors de la réouverture des négociations le 7 janvier. Il faudra bien avoir un travail qui permette de prendre en compte les simulations, ce qui a été négocié déjà. Il y a déjà eu beaucoup d'avancées. Je pense au travail de nuit, pour la pénibilité. Je pense à la transition. Dans le détail, là-dessus, mais... Moi, je regrette qu'il n'y ait pas eu de trêve, si vous voulez, parce que 55% des Français la souhaitaient et personne n'aurait pris une trêve pour un soutien à la réforme de la part des syndicats. On peut très bien s'arrêter et dire « je reprends le 6 janvier, c'est la rentrée, le mouvement ». Franchement, est-ce que ça aurait changé quelque chose à ce qu'affichent les syndicats? Certains d'entre eux, leur détermination à s'y opposer. Non. Donc, il y a 9% de grévistes à la SNCF qui veulent bloquer un pays. 8,5 pour être précis. Vous voyez, je vais même au-delà. Et 38,8% des conducteurs. Ce qui veut dire que 62% des conducteurs travaillent, donc presque 2 tiers. Donc, voilà, ils ont bloqué, ils veulent bloquer. Et moi, je regrette, je vois l'activité à Paris, les commerçants, l'hôtellerie, restauration, ils m'en parlent beaucoup. Les Parisiens aussi m'en parlent beaucoup, sont excédés. Mais je veux dire, on peut avoir y compris une forme de sympathie pour le mouvement et comprendre qu'on s'arrête. Bon, donc non, ça va reprendre sur des chapeaux de roue en janvier et moi je souhaite un accord. Évidemment, il y a beaucoup de chantiers ouverts. Antoine Léaumont, on a l'impression qu'il y a un jeu de barbichette, chacun se renvoie la balle. Là, en l'occurrence, La République En Marche dit c'est la faute notamment de la CGT. Ouais, non, ce qu'on constate quand même, c'est qu'en dépit du fait que vous vous satisfaisez du fait qu'il y ait de moins en moins de grévistes, c'est que le soutien à ce mouvement de grève reste très fort. Et en dépit du fait qu'il est très bloquant dans certains paramètres de la vie quotidienne. Pour les gens qui habitent à Paris, il y a eu des rames de métro qui ont été bloquées pendant assez longtemps. Et en dépit de ça, les gens soutiennent massivement ce mouvement de grève. Ça veut dire que les gens ont bien compris que votre projet, en gros, ne leur servira à rien
complique absolument les choses. Vous êtes en train de créer des régimes spéciaux par génération, donc c'est incompréhensible ce que vous êtes en train de faire. Par contre, il y a un truc qu'on a bien compris, c'est qu'on va se faire sucrer l'essentiel de notre retraite. Parce que comme vous voulez limiter à 14% du PIB les dépenses en matière de retraite, alors que la population de plus de 65 ans va augmenter, on sait d'ores et déjà... Oui, mais attendez, vous ne foutez pas la gueule du monde. On sait d'ores et déjà... Le PIB dans 30 ans, c'est pas le même. On sait d'ores et déjà que les pensions de retraite vont baisser et que l'âge de départ en retraite réel va être poussé jusqu'à 65, 66, 67 ans. Et personne ne veut de ça. 14% du PIB dans 30 ans, ça fait beaucoup plus d'argent. Il va falloir que vous compreniez que les gens ne veulent pas de votre projet et que vous avez deux solutions, soit le retirer, soit avoir une situation comme celle que vous avez en ce moment. Je comprends que vous ayez envie de rentrer dans le fond du débat. On le fera dans quelques instants. Je poursuis mon tour de table. La grève, jusqu'à quand? On a l'impression que là, c'est vraiment parti pour durer, y compris d'ailleurs dépasser la durée de la grève de 86-87, qui est la plus longue. Cette trêve, elle aurait été bienvenue pour tout le monde, d'autant qu'on est... je pense qu'il faut interpréter avec vigilance ces chiffres de soutien ou non à la grève, puisque je pense que sans vouloir faire du parisianisme ou du banlieusardisme primaire, moi je suis banlieusarde, on est très très impacté. Belle banlieue, Chevreuse. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais terminus de la ligne B du RER qui est fermé quasiment depuis 4 semaines maintenant, donc plus aucun transport en commun. Effectivement, je pense que Paris et Petite et Grande Couronne sont beaucoup plus impactés que le reste de la France. Et donc, ce soutien, il doit être mesuré effectivement en fonction de l'impact sur les populations, de l'impact la manière dont les populations sont pénalisées par cette grève. Et autre chose, je constate aussi que, effectivement, vous avez rappelé le nombre de personnels grévistes à la RATP et à la SNCF, et on voit qu'une minorité arrive à paralyser complètement le système. Et je voudrais rendre hommage, alors un peu me faire écho, c'est pas à moi de le faire aujourd'hui sur ce plateau, ce serait à vous davantage, mais un peu me faire écho de ce qu'a dit Madame Borne ou Monsieur Djebari tout à l'heure, je ne sais pas. On va y revenir dans un instant. Il y a effectivement 60% du personnel qui travaille et qui, je pense, se fait aussi engueuler au quotidien par les usagers qui sont juste complètement saoulés d'avoir à faire des kilomètres à pied et d'attendre des heures des bus et des trains sur le quai. Voilà. Jean Messia, avant d'aller sur l'image d'Elisabeth Borne et de Jean-Baptiste Djebari ce matin, jusqu'à quand cette grève? Écoutez, ils n'ont pas de raison particulière d'arrêter, puisque cette réforme qui se voulait initialement aller vers l'universalité, on voit bien qu'elle est de plus en plus mitée par des concessions, puisqu'en réalité le gouvernement est en train de céder partie par partie, catégorie par catégorie, pour répondre à toutes les inégalités que cette réforme crée. Donc il nous dit au départ que cette réforme ne va faire que des gagnants, mais ce que je ne comprends pas, c'est que si elle fait que des gagnants, ça va coûter plus cher. Et si ça coûte plus cher, pourquoi réforme-t-on? Donc tout ça est cousu de fil blanc, c'est incompréhensible. En réalité, les régimes spéciaux vont être maintenus. On ne va pas les appeler comme ça, mais ils vont être maintenus. Et au final, des régimes particuliers. Voilà. Donc, dans la philosophie, c'est exactement la même chose. Cette réforme n'est pas universelle de facto, puisqu'on a distribué de l'argent pour éteindre tous les incendies sociaux que certaines catégories ont allumés suite à la réforme du gouvernement. Et enfin, on parlait de la trêve, mais quelle maladresse de lancer une réforme aussi paramétrique et aussi systémique, surtout en même temps, comme dirait le président, à quelques semaines de Noël. Enfin, quelle urgence y avait-il? Pourquoi on ne pouvait pas faire ça en janvier? Voyez, donc c'est un peu un hasard. Il nous a reproché d'avoir attendu. Et dernière chose, évidemment, sur tout ce qui est régime spéciaux, etc., contrairement aux macronistes et de certaines parties de la droite, moi je ne considère pas que ces gens-là sont des privilégiés, alors qu'il faille effectivement faire évoluer ces régimes progressivement vers le régime général en tenant compte de la pénibilité de manière générale, parce qu'il n'y a pas que les agents de certaines entreprises publiques stratégiques qui sont victimes de pénibilité, il y a d'autres salariés du privé. Je pense qu'au final, si vous voulez, cette réforme va pénaliser uniquement les salariés du privé, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun pouvoir ni de bloquer le pays, ni de négocier, et un certain nombre de fonctionnaires qui ont des petites primes. Voilà ce qui va se passer, parce que le gouvernement va négocier avec tous ceux qui peuvent bloquer le pays. Les autres seront les dindons de la farce, hélas. Alors, vous en parliez il y a quelques instants, Anéryl Palek. Elisabeth Borne et son secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebari étaient ce matin en visite au Centre national des opérations ferroviaires dans le 9e arrondissement à Paris. Une visite
largement médiatisé. C'est un petit peu le retour de l'exécutif sur le devant de la scène. Et vous allez entendre la ministre de la Transition écologique et solidaire et ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui tente de rassurer, et notamment, vous venez de le dire, Jean Messia, de rassurer les cheminots. Comme le gouvernement s'y était engagé, il y a des garanties très fortes qui ont été données sur les conditions de mise en œuvre de la réforme des retraites. L'UNSA ferroviaire a du reste salué des avancées notables. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que chaque cheminot puisse prendre connaissance de ces garanties et que le travail puisse reprendre. Voilà, un langage apaisant. On va regarder le calendrier à venir, puisque, on l'a bien compris, là, on se situe en quelque sorte dans un entre-deux, sans réelle trêve. Mais l'essentiel reste à venir. Le 7 janvier, c'est la reprise des négociations. En tout cas, c'est ce qu'Édouard Philippe a souhaité. Le 9 janvier, une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. Et puis, le 22 janvier, et c'est peut-être là que le bas blesse, on va en parler dans un instant, c'est la présentation de la réforme au Conseil des ministres. Alors, cette date du 22 janvier, Julien Bargeton, elle pose problème finalement aux syndicats qui disent mais tout est déjà joué, la loi est de toute façon écrite, donc rien ne pourra y changer dans l'intervalle, à part peut-être quelques négociations catégorielles. J'entends tout et son contraire sur ce projet de réforme. Ça a duré trop longtemps. Bon, la concertation était trop longue. Où en est M. Delevoye? Il n'a pas rendu son rapport. Et puis maintenant, ça va trop vite. Le projet arrive trop vite. Donc quand on va trop vite, vous dites « Oh là là, vous réformez en vertical tout seul ». Puis quand on prend le temps de la concertation, vous dites que ça va trop lentement. Je note que d'un côté, le Rassemblement national nous dit, ou certains à droite nous disent « C'est une réforme qui finalement va coûter cher ». Bon, donc ça veut dire que c'est une réforme progressiste. Elle va une réforme de conquête sociale. Ou pas? Et puis d'autres qui nous disent « C'est l'austérité, tout le monde va perdre dans ces réformes ». Est-ce qu'elle va coûter cher d'ailleurs? C'est une vraie question, puisqu'on parle déjà de 10 milliards de plus. Il y a des éléments, vous connaissez ma conviction, il y a des éléments forts de conquête sociale dans cette réforme. Lesquels? Je pense aux 1 000 € contributifs, 85% du SMIC. Pour les commerçants, les artisans et les agriculteurs, c'est un plus indéniable. Je pense à tout ce qui est fait. Je pense à tout ce qui est fait pour les femmes, notamment, qui ont une retraite 42% inférieure à celle des hommes. Je pense à ce qui est fait pour les familles, 5% de plus dès le premier enfant, 5% au deuxième, ça se rajoute à chaque fois, et 7% au troisième. Et je pense à tout ce qui est fait pour les carrières hachées et les précaires. Et donc, il y a une conquête sociale. Il faut bien l'équilibrer, et c'est le sujet qui sera en discussion. C'est l'âge pivot. Parce que l'âge pivot permet d'équilibrer financièrement la concession possible, la réforme. Ça ou pas? Écoutez, est-ce que le malus, pareil, on entend tout et son est-ce que le malus doit durer toute la durée de la retraite? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il peut durer que 3 ans, 5 ans, etc. Est-ce que ça vaut pareil pour tout le monde? Si on a eu deux types de carrières, est-ce que c'est 64 ans ou est-ce que l'âge pivot est négociable en fonction des carrières? Tout ça est sur la table. Mais moi, ce que je note, c'est qu'il y a 7 ministres, 7 chantiers, la pénibilité, les carrières longues, l'emploi des seniors, la revalorisation des primes pour les enseignants et les chercheurs, l'extension de la pénibilité à la fonction publique, ce n'est pas rien. Pour la première fois dans les retraites, la pénibilité pour les personnels hospitaliers. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à négocier. Mettons-nous autour de la table. Moi, je souhaite évidemment... Je regrette qu'il y a certains syndicats qui soient dans une posture d'opposition. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais franchement, on a 3 semaines pour négocier. On a encore 3 semaines pour négocier à la rentrée, jusqu'au 22 janvier, des avancées très importantes. Tout n'est pas bouclé. Antoine Léaumont, vous avez l'impression que c'est négociable encore Vous dites, j'entends tout et son contraire, mais c'est peut-être parce que vous dites tout et son contraire. C'est-à-dire que depuis le début, vous nous dites que c'est censé être un régime universel. Vous en êtes déjà à 10 régimes spéciaux pour les pompiers, pour les policiers, pour les pilotes de ligne. Vous avez créé déjà des régimes spéciaux et en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous créez des régimes spéciaux par génération parce qu'on ne saura pas, en fonction de la génération dans laquelle on est, les gens préparent leur retraite à 17 ans. Là, on a un système. Les gens préparent leur retraite. Écoutez, on a un système qui fonctionne. On sait combien d'années on doit travailler, on sait combien d'années on doit cotiser et on sait quel pourcentage. Vous avez cessé de le dénoncer. Vous avez dénoncé toutes les réformes des retraites. Mais pas du tout. Moi, j'ai dénoncé une chose, c'est l'augmentation de l'âge légal de départ en retraite et l'augmentation de la durée de tout dénoncer et maintenant c'est parfait. Si vous écoutez jusqu'au bout, nous ce qu'on propose c'est très simple, c'est retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités. Vous allez me dire c'est infaisable. C'est infaisable, voilà évidemment. Payez les femmes comme les hommes, vous financez la retraite à 60 ans. Payez les femmes comme les hommes. Vous dites que vous voulez agir pour les femmes, payez les femmes comme les hommes. Lutter contre les entreprises qui font qu'il y a actuellement 20% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Si vous ne réglez pas les problèmes à la racine, c'est-à-dire au salaire... Comment vous le financez, Antoine Léaumont, ça? Mais le financement, il est facile. Il suffit juste de faire respecter la loi. Faire payer les entreprises. Évidemment, il faut que les entreprises mettent plus de salaire pour les femmes, puisque les femmes doivent être payées comme les hommes. Enfin, qui est contre ça?
Quelqu'un est contre ça autour de cette table? C'est pas tellement le rôle des entreprises de payer les femmes comme les hommes. C'est pas le rôle des entreprises de respecter la loi. Non, c'est le rôle de l'État de compenser. De faire respecter la loi. Et de compenser le salaire parce que d'un strict point. Non, attendez, laissez-moi finir. Parce que c'est des femmes, il faudrait que l'État compense le salaire. D'un strict point de vue économique, une femme qui va avoir des enfants, qui va se mettre en congé maternité, qui va devoir sortir plus tôt pour aller chercher ses gamins à l'école. C'est pas ça le problème. Si, justement, c'est pas à l'entreprise de payer, c'est à l'État de prendre en charge ce qui est un coût social. Vous savez très bien que c'est. On parle des retraites. Vous savez très bien, mais justement, c'est la question des retraites, parce que la question des retraites, c'est d'abord celle des salaires. Si on augmente de 1% les salaires, on fait rentrer 2,5 milliards de cotisations. La compétitivité des entreprises, la compétitivité. Exactement. Vous voulez faire la compétitivité des entreprises, contrôler l'argent qui part pour les actionnaires. Depuis des années, on a cessé de donner de plus en plus d'argent pour les fonctionnaires, les actionnaires. Oui. On a cessé de donner de plus en plus d'argent aux actionnaires et la part qui va dans la richesse du travail n'a cessé de diminuer. Vous voulez financer le système de retraite, augmenter la part qui va au travail, diminuer. Oui, mais ça c'est pas. Attendez, mais c'est pas par un coup de baguette magique que vous faites ça. Bien sûr qu'il y a. Attendez. Bien sûr qu'il y a eu un déséquilibre. Bien sûr qu'il y a eu un déséquilibre. C'est pas un déséquilibre, c'est du vol. C'est tellement simple que c'est simpliste. Je vous ai laissé parler. Je disais bien sûr que la part dans la valeur ajoutée du travail a diminué ces dernières années, mais la meilleure façon d'arriver à ça, c'est justement de faire de la croissance. Nous croyons qu'il y a une autre politique économique qui est possible, une politique industrielle. Le problème, si vous... Oui, mais le problème... sur les retraites, monsieur. Oui, mais on est au cœur de retraite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le financement des retraites ne se fait pas sur des tableurs Excel, comme le croient les macronistes. Le financement des retraites se fait dans l'économie. Et le problème, c'est que nous avons un système de protection sociale dont les retraites font partie, qui a été imaginé au moment où la France faisait 5% de croissance, et donc qu'elle avait les moyens de le financer. Aujourd'hui, la France fait 1,4% de croissance. Et les Français ne veulent pas renoncer à leur système de protection sociale. Donc on a financé tout ça pendant 40 ans par la dette. Les macronistes pensent qu'on ne peut pas toucher à l'économie parce que c'est des phénomènes naturels qui nous dépassent. Alors, laissons et veulent effondrer je finis mon raisonnement. Et veulent donc effondrer le système de protection sociale, dont les retraites font partie, pour le faire coller au rythme rabougri de la croissance économique qui est de 1,2, 1,4% par an en moyenne. Nous pensons le contraire. Nous pensons qu'il existe une politique économique et industrielle qui a déjà d'ailleurs fait ses preuves à l'étranger, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Voilà. Et donc, faire en sorte que l'économie française croisse à un rythme plus vite, qu'elle crée plus d'emplois, et à ce moment-là, le système de retraite qui est collatéral sera financé. Je pourrais répondre. Oui, bien sûr, mais Julien Bargeton va répondre rapidement, parce que là, on est... Bon, j'entends toujours ces mêmes vieilles ficelles, ces mêmes vieilles recettes, les oppositions qui ne sont d'accord sur rien, à part sur le fait de critiquer, qui ne propose rien de concret, rien de solide. Toujours ces mêmes éléments ressassés en contre. La croissance, oui, c'est important. Elle repart. Elle sera plus importante en France. On fait une réforme là. Vous savez, des retraites, c'est ça qui a provoqué la croissance. La croissance est là. Elle revient. Donc, elle tombe du ciel. Grâce à la politique du gouvernement, elle est supérieure à celle de nos voisins. Oui, elle est supérieure à celle de nos voisins. Ce qui n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. L'emploi industriel repart. Non, je ne mens pas. Il n'y a pas les menteurs et ceux qui disent la vérité. On est dans un débat politique. Attendez, on est dans un débat politique, monsieur. Il n'y a pas de procureur ici. Il n'y a pas de procureur, on est dans un débat politique. Il n'y a pas les menteurs et ceux qui détiennent la vérité révélée. Chacun donne son opinion. C'est la réalité du débat politique. Donc, le chômage décroît, l'emploi industriel est reparti à la hausse. La croissance et l'investissement sont plus élevés en France que dans d'autres pays. Et ce que j'entends, on a toujours dit que l'universalité ne signifiait pas l'uniformité. Évidemment qu'il faut tenir compte des accidents de parcours, des carrières hachées, de la pénibilité. D'ailleurs, c'est à ça que sert la protection sociale. Tout à fait. Elle sert à corriger les accidents de la vie et les différences professionnelles, etc. Et donc, c'est ce que nous faisons. La pénibilité, elle sera prise en compte, mais pas en fonction de statut. Pourquoi le système précédent n'était pas universel ? Parce qu'il y avait des régimes spéciaux et qu'il y avait des spécificités. Ça continue. Prenons le détail. Mais parce que, évidemment qu'on tient compte si vous êtes une femme avec des enfants, si vous avez une carrière pénible, si vous avez une carrière hachée. Donc, le fait de mettre tout le monde dans un système à points et ensuite de procéder par ce calcul n'empêche pas de tenir compte d'éléments de la vie. C'est une baisse généralisée des retraites. Je finis là-dessus. Et l'âge pivot, ce n'est qu'un décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64. Non, l'âge légal ne bouge pas. L'arnaque sémantique ne prend pas. Votre retraite, c'est une retraite à 64 ans. Il faut que les Français le sachent. Salariale avec les femmes, on va donner une égalité de temps de parole avec Anéryl Palak, si vous voulez. 3 quarts pour moi.
si on rééquilibre. Ça dépend si on équilibre au sens du CSA. À mon sens, on a quand même le péché originel qui était la déclaration du président de la République à l'époque où il était en campagne, quand il a dit « je ne toucherai pas à l'âge de départ à la retraite ». Et à partir de là, il s'est un peu auto-coincé, et puisque effectivement, on s'est rendu compte que progressivement, il était nécessaire, et on commence à l'annoncer maintenant un peu de manière assez floue et assez molle, mais qu'on serait amené à travailler un petit peu plus longtemps. La deuxième chose, c'est que cette réforme, finalement, il y a 3 réformes en une. Il y a la disparition des régimes spéciaux, première réforme. Deuxième réforme, il y a le système par points, sur lequel moi j'ai pas d'a priori, j'attends de voir puisqu'on est toujours quand même dans un vrai flou. Et puis troisième chose, il y a la modification de la durée finalement, puisque cet âge pivot revient à ça, à modifier la durée du temps de travail, la durée de la vie au travail. Je pense qu'on accumule les crispations sans aujourd'hui avoir un objectif clair et surtout sans avoir de projection précise. L'universalité de la retraite, très bien, mais on se rend compte que de plus en plus, on n'est pas comme il y a 50 ans, où on rentrait dans un métier à 20 ans, on en sortait à 65. Nos carrières sont de plus en plus diversifiées. Je pense qu'il est bien qu'on aille s'intéresser à la spécificité de chaque carrière en faisant attention de ne pas tomber dans recréer X régimes spéciaux. C'est possible. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Justement, reprenons pour nos téléspectateurs la liste des professions qui ont déjà commencé à négocier, avec d'ailleurs dans certains cas des avancées. Cheminots, agents RATP, on va les mettre de côté parce qu'on voit bien que la CGT notamment et Sudrail maintiennent la pression. Mais côté pilote, hôtesse, steward, ce qu'on appelle les PNC, il y a un accord qui a été trouvé. Côté des contrôleurs aériens aussi, les électriciens et gaziers, c'est un peu moins simple. Mais les policiers et les militaires ont été rassurés. Les enseignants, Jean-Michel Blanquer a parlé d'une augmentation de leur traitement. Les professions libérales devraient continuer à se mobiliser, notamment avec SOS Retraite bientôt. Mais on voit bien, et je reviens sur la question que vous posez, Jean Messia, tout à l'heure, Julien Bargeton, on voit bien qu'on tente d'éteindre des petits incendies au cas par cas, et ça revient, dans le fond, à rétablir peut-être pas des régimes spéciaux, mais en tout cas des cas particuliers. Comment on finance tout ça? Je ne le crois pas. Les réformes précédentes étaient des réformes très brutales, qui étaient très faciles à faire. C'était d'augmenter l'âge pour tout le monde. Qui ne sont pas passées d'ailleurs. Et qui ne sont pas passées facilement. Moi, je trouvais que c'était des réformes de paramètres. Alors, on augmente l'âge pour tout le monde. Et c'était très injuste. Parce que des gens qui avaient des carrières. Là, c'est une refondation. Là, c'est une refondation. Et donc, le système par points, c'est une refondation complète. Y compris les systèmes que vous citez vont passer au système par points. Par exemple, sur les personnes navigants, c'est juste 3 fois au-dessus du plafond de la sécurité sociale, c'est un peu technique, où là, il y a le sujet un départ à 60 ans pour les pilotes, par exemple, c'est ce qu'ils demandaient. Écoutez, on voit le cas de l'Opéra de Paris. Personne ne songeait faire danser les étoiles jusqu'à 62 ans. Enfin, soyons sérieux, c'est évidemment le cas, et heureusement pour tout le monde. Donc, c'est évidemment on a toujours dit que cette unité qui était l'objectif des fondateurs de la sécurité sociale, l'unité de la sécurité sociale qui est la condition de son efficacité. Pourquoi? Parce que c'est un pacte de confiance, la sécurité sociale. Vous payez aujourd'hui pour les retraites d'aujourd'hui. Vous espérez que les suivants feront autant pour vous. Et ce n'est pas sûr. C'est un pacte, c'est un acte de foi entre générations, la retraite par répartition. Et il faut la sauver. Et donc, un pacte qui n'est pas vraiment... Oui, mais il faut la sauver parce que les jeunes nous disent « moi, je n'aurai pas droit à ma retraite ». Et donc, à partir de là, il faut évidemment tenir en compte les différentes carrières qu'on peut avoir. Quand vous avez une carrière longue, vous commencez très jeune, on peut continuer à partir sans malus à 62 ans, voire 60 ans. C'est évident. Quand vous avez eu des métiers pénibles, mais que vous soyez conducteur de bus à Lyon ou à Paris, ça devrait être pour tout le monde pareil. Je veux dire que ce n'est pas une question de statut ou d'entreprise, c'est une question de pénibilité du métier. Et ça, c'est sur la table. Et que le fait que les transitions soient longues, on avait posé ces questions de clause du grand-père ou pas clause du grand-père. On ne peut pas renvoyer à 2067, etc. Mais quand vous rentrez dans une entreprise, vous faites là aussi un pacte. Vous avez un accord, on vous a dit vous allez partir à telle condition. Donc c'est normal de ne pas remettre en cause brutalement ce que les gens ont signé. Donc les transitions sont longues, c'est une évidence. Mais ça veut dire qu'à un moment, dans 20, 30, 40 ans, on sera passé dans un nouveau système. Mais monsieur, le problème, c'est que les Français ne croient pas ce que vous dites. Je ne parle pas simplement de ceux qui bloquent le pays, je parle de ce que rappelait tout à l'heure le représentant de la France Insoumise, à savoir le soutien de la population, le soutien des Français au blocage. Donc vous voyez bien que les Français, au fond d'eux-mêmes, sentent
qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a un loup dans votre réforme. Ils sentent pertinemment que cette réforme va leur faire perdre. Ils sont des favorables retraites. à la fin des régimes Non, spéciaux. parce que attendez, mais c'est l'âge pivot qui cristallise. C'est mathématique. C'est mathématique. Si vous calculez la retraite sur l'ensemble de la carrière plutôt que sur un certain nombre d'années ou de mois définis, mécaniquement, vous allez avoir moins de retraite. Ça sert à rien de nier ça. Ça sert à rien de nier ça. Quant à ce que vous disiez, parce que je veux quand même répondre à ça, ce que vous disiez tout à l'heure, que l'économie française, ses performances s'améliorent, le chômage baisse, etc. Mais ça, c'est lié aux 17 milliards que vous avez lancés dans l'économie, que vous avez injectés dans l'économie. Après avoir fait une politique de l'offre pendant la première année, vous faites maintenant une politique de demande. Votre politique est totalement brouillonne. Alors, il y a effectivement ces résultats tout à fait modestes qu'on constate, mais à quel prix? Et aujourd'hui, vous avez injecté 10 milliards, vous vous préparez encore à financer tous ces particularismes que votre réforme des retraites va provoquer. Mais où allez-vous trouver l'argent? Vous qui êtes les parangons de la rigueur, qui avez été élus sur la compétence budgétaire, vous allez financer ça comment à l'heure où la France dépasse 100% de dette sur PIB? On va entendre l'inverse maintenant. Oui. Alors, petite pause avant d'entendre l'inverse. Je reviens vers vous, Antoine Léaumont, dans un instant, mais on va rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, Mathieu Desmoulins. Mathieu, vous êtes au milieu de la manifestation de la CGT qui est en train de se rendre vers la gare du Nord, gare de l'Est. Est-ce qu'il y a du monde, Mathieu ? Eh bien écoutez, ils sont une quarantaine de grévistes de la CGT de la Seine-Saint-Denis à se diriger en ce moment vers la gare du Nord via l'avenue Jean Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris. Ils ne sont pas nombreux, même les responsables syndicaux le reconnaissent eux-mêmes. Mais ce qui compte pour eux, nous disent-ils, c'est d'occuper le terrain, comme ils disent, jusqu'à cette mobilisation nationale, à laquelle a appelé notamment la CGT le 9 janvier prochain. D'ici là, ils comptent jalonner les jours de différents événements pour montrer qu'ils sont toujours mobilisés contre cette réforme des retraites, même s'ils le reconnaissent, ça reste très difficile en ce moment de mobiliser en période de fête. Ils espèrent donc, en arrivant à la gare du Nord, trouver un maximum de grévistes pour pouvoir avoir un mouvement plus grand aujourd'hui et montrer qu'ils sont toujours mobilisés en période de fête contre la réforme des retraites. Merci Mathieu, merci à Julie Janus qui est derrière la caméra. On va évidemment continuer à suivre cette mobilisation pour l'instant relativement faible avec vous. Ce matin d'ailleurs, il y a eu un petit ping-pong entre Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, qui renvoie la responsabilité de ce qui se passe en ce moment sur la CGT qui lui répond naturellement. Je dois dire à M. Djebbari que lui, il est dogmatique. De ce point de vue-là, on a participé, tout le monde le sait maintenant, à 24 réunions avec M. Delevoye, avec M. Djebbari. Donc à partir de là, il ne peut pas dire qu'on est dans l'opposition. On n'est pas dans l'opposition. On a dit qu'on ne voulait pas de cette réforme, mais on n'a pas dit qu'on n'était pas prêt avec des idées nouvelles pour améliorer le système actuel. Voilà, alors on entendra Jean-Baptiste Djebbari un petit peu plus tard. Antoine Léaumont, vous vouliez réagir sur le... C'est un peu déconnecté du reste de notre débat. Pas tant que ça, mais vous, en fait, les gens comprennent que vous vous moquez de... Tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes un menteur, et je maintiens, parce que effectivement, quand vous dites que quand vous dites que c'est votre politique qui fait, qui relance la France insoumise. Si vous me laissez finir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand vous dites que c'est votre politique qui fait, qui relance la croissance, c'est faux, parce que c'est ce que les Gilets jaunes ont réussi à obtenir de vous, et c'est une politique à laquelle vous avez été contraint par des gens qui demandent l'inverse de ce que vous faites. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, quand ils se mobilisaient, ils demandaient quoi? Ils demandaient des augmentations de salaire. Ils demandaient l'augmentation du SMIC, ils demandaient aussi la retraite. Ils demandaient aussi la retraite à 60 ans. Oui, mais vous dites que le travail doit être payé plus et vous n'en faites rien. Le SMIC, le SMIC, c'est facile, c'est un décret. Ah non, mais... C'est un décret. C'est tellement facile. Vous voulez augmenter le salaire à la fin, c'est les entreprises qui doivent en économie ouverte, c'est infaisable ce que vous dites. Et bien précisément, mais moi je ne suis pas... Si vous me laissez finir, je ne suis pas pour une économie ouverte. Je suis pour qu'on remette des frontières, pour qu'il y ait des taxes, absolument. Non, c'est pas nouveau. Vous lirez le programme de la France Insoumise. Je croyais que c'était l'extrême droite, les frontières, d'après vous. Vous lirez le programme de la France Insoumise. Là-dessus, vous vous rapprochez. Non, je suis désolé, c'est les frontières, c'est l'extrême droite, non? C'est les frontières migratoires aussi, vous les mettez? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Les frontières sont juste des outils
outils pour faire en sorte que les produits qui sont produits à des faibles coûts écologiques et à des faibles coûts sociaux soient taxés davantage quand ils arrivent dans notre pays. C'est pas ce que vous disiez. Évidemment que si vous ne protégez pas... Évidemment que si vous protégez... Et il y a autre chose. Il y a aussi... La hausse de la TVA, c'est pas vraiment une proposition. Allons dans le détail. Il y a aussi les impôts sur les entreprises. Nous proposons... Vous dites souvent les entreprises ont trop de charges. Mais qu'est-ce que vous proposez pour régler ce problème? Nous, on propose qu'il y ait un fonds. Nous, on propose qu'il y ait un fonds de solidarité interentreprises qui fasse que les petites entreprises paient moins de cotisations sociales et patronales et que les grandes entreprises en paient davantage. Donc quand vous dites que nous ne voulons pas... Mais c'est complètement absurde ce que vous dites. Non, c'est pas absurde. Vous dites que vous êtes pour les frontières. Vous dites que vous êtes pour les frontières et pour le protectionnisme. Oui. Le protectionnisme, ça veut dire justement... Qui devrait vous faire plaisir. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le protectionnisme, c'est quoi? C'est d'instaurer des barrières douanières. C'est effectivement de faire en sorte que les produits qui sont fabriqués dans des conditions qui n'ont aucun rapport avec nos conditions de fabrication soient taxés pour pouvoir rentrer avec une concurrence loyale, sur le territoire. Mais qu'est-ce que vous faites du produit des taxes? Plutôt que de faire raquer les grandes entreprises, pour utiliser le produit des taxes pour justement baisser les cotisations sociales. Du débat sur les retraites. Anne-Hérille Palek. Je reviens sur le tableau tout à l'heure que vous avez présenté des négociations qui ont abouti pour certaines branches professionnelles. Donc vous citiez les cheminots, le personnel navigant, etc. Je pense qu'il serait dommage que les entreprises qui bénéficient, les métiers qui bénéficient davantage négociés à l'issue de ces grèves soient ces métiers qui crient le plus fort, on va dire. On sait très bien que la SNCF et la RATP ont une propension à se mettre en grève de manière assez violente, assez rapide et assez efficace. Depuis 1947, il ne s'est pas passé une seule année sans que la SNCF n'ait été en grève. Je pense aussi à ces professions qui sont beaucoup plus silencieuses, voire qui pourraient éventuellement se mettre en grève. L'hôpital, par exemple. Mais même on a parlé des agriculteurs tout à l'heure. Mais la FNSEA soutient la réforme. Parce qu'ils sont aussi dans la merde. La FNSEA soutient la réforme. Bien sûr, mais qu'est-ce que ça va changer que la FNSEA soutienne ou ne soutienne pas? En tout cas, c'est un syndicat. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer que la FNSEA soutienne ou ne le MEDEF aussi soutient la réforme. Et l'UNAF aussi, les familles. Le MEDEF, ils sont très contents de cette réforme. Que les agriculteurs s'arrêtent de travailler, ils seront les premiers et les seuls pénalisés, et ils n'embêteront personne. Ils vont aller vider 3 camions de chou-fleur devant une préfecture, faire brûler 2 palettes, et puis ça va s'arrêter là. On sait que le pouvoir de nuisance des agriculteurs, je prends cet exemple-là, est quasi nul. Alors que vous voyez, la SNCF, la RATP, 30% de grévistes, ou même pas, combien, vous avez 9% de grévistes 8,5% hier, le système dont presque 40% de conducteurs. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce soit les professions qui crient le plus fort ou qui aient le plus grand pouvoir de nuisance qui soient exclusivement servies au détriment de professions qui sont dans des situations certainement aussi compliquées. Je partage, mais madame, mais parce qu'aussi, toutes les personnes qui sont en situation de précaire, il y a une grande partie, 40%, qui ont une retraite inférieure de 40% en moyenne. Toutes les femmes qui vont y gagner aussi, les étudiants qui ont des jobs d'été et qui ne comptaient pas, et maintenant, tout euro cotisé vous donnera un droit. Toutes les personnes pour qui c'est une refondation, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont une refondation, ils ne vont pas non plus manifester pour. Les précaires, les carrières hachées, les femmes avec des enfants, les familles nombreuses, enfin, je veux dire, il y a énorme... Toutes ces personnes-là, moi, je regrette aussi qu'elles ne soient pas là pour dire nous, on est favorable, la FNSEA, mais je partage ce que vous dites. Ceux qui sont servis, c'est quand même ceux qui crient le plus fort et qui ont le plus grand pouvoir de nuisance. Vous voyez le personnel hospitalier qui est en grève depuis 9 mois. Mais il y a une négociation pour que la pénibilité... Effectivement, mais ils sont en grève au travail, donc finalement la nuisance est plus limitée. Voilà, moi je suis dérangée avec ce système-là. Je partage avec vous, 8% de grévistes ne peuvent pas bloquer tout un pays. Mais attendez, mais ça fait aussi partie de notre histoire sociale. Enfin, vous me dites que depuis 36 ou depuis 47, on a toujours des grèves. Mais enfin, si aujourd'hui on peut pas... Si aujourd'hui on peut pas être, si aujourd'hui, mais justement, si aujourd'hui on peut pas être licencié n'importe comment, si vous avez autant de semaines de congés payés, s'il y a un droit social, etc., c'est bien parce qu'à des moments de notre histoire sociale, vous avez des gens qui ont pu se mobiliser. C'est pas le cas de tout le monde, mais on sait très bien que tout ce qu'ils obtiennent par percolation, percolation, ça effectivement infuse dans l'ensemble de la société. C'est pas grâce à votre école. Non, mais d'accord. Mais enfin, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il faut quand même tempérer un peu le propos. Dans la mesure où, justement, en 1936, si les gens ont pu partir en congé, c'est précisément à cause. C'est précisément à cause. Non, mais d'accord, mais non, mais ça fait partie de l'histoire sociale. C'est pas. Vous me faites rigoler un petit peu autour de cette table parce que. On revient à Léon Blum, effectivement. Vous êtes tous. Juste quelques instants du coup. Vous satisfaisez tous du fait
vous satisfaisez tous du fait qu'il y a 8% de grévistes et je sais pas quoi, ça baisse, etc. Mais enfin, rendez-vous compte de ce que c'est que la grève. Les gens perdent du salaire, ils font pas la grève par plaisir, ils font la grève parce qu'ils sont en train de se battre pour leurs droits. On parlera de la cagnotte dans un instant. Les droits qu'on a obtenus, on les a obtenus par la lutte, et c'est par la lutte qu'on les a arrachés à ceux qui, comme vous, voulaient pas nous les donner, et comme vous, voulez pas nous les donner. Mais les commerces indépendants qui peuvent pas travailler depuis 3 semaines la CGT, une fer de lance en quelque sorte. C'est des dommages collatéraux. Le fait d'obtenir... Effectivement, oui. Et c'est pas la faute des grévistes. C'est pas la faute des grévistes, c'est la faute du gouvernement qui fait une loi. Mais enfin, c'est les syndicats qui lancent la. Qui est responsable du bazar? C'est Monsieur Macron qui est responsable du bazar. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Excusez-moi, qui fait ce projet de réforme des retraites? C'est les syndicats qui lancent la grève, et c'est leur droit. Oui, mais c'est en réaction. Mais on a été élus pour faire cette réforme. Vous n'avez pas été élus pour faire ça. Je voudrais juste dire un truc. Et par ailleurs, même si vous avez été élus pour faire ça, les gens ont le droit de vous contester. Vous avez un problème. Mais qu'ils assument, c'est eux qui lancent la grève. Vous avez un problème avec les syndicats qui ont lancé la grève, pas le gouvernement. Vous avez un problème avec l'opposition. C'est la grève dans l'absolu. Ils l'ont lancé par rapport à quelque chose. Je voudrais juste finir. On s'écoute. Vous avez un problème avec l'opposition et votre refus de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne le montre bien. Mais pour revenir sur ça, ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu par la lutte. Et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi il y a besoin de faire une réforme des retraites alors que toutes les données qu'on a nous montrent qu'en gros, il va y avoir un déficit de 7 milliards d'euros à partir de 2025. 7 à 17. 7 à 17, allons-y, à partir de 2025. Et que ce montant-là correspond juste à l'équivalent de ce que vous donnez aux entreprises avec le CICE tous les ans. Et on ne sait pas à quoi ça sert. D'ailleurs, ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas d'emploi. Le CICE ne crée pas d'emploi. Le CICE est fini. Je vais répondre à tout ça. C'est pas ça a été basculé en baisse de charge. N'empêche qu'on continue à donner 20 milliards d'euros par an aux entreprises en baisse de charge. Vous jouez pas avec les mots. Ça n'a pas le même effet fiscal. Dans la baisse du chômage, la transformation du CICE en baisse de cotisation, et ça a été écrit dans des articles, dans des études, mais dites-nous lesquels, provient de la transformation du CICE en baisse de cotisation. C'est un élément de la politique du gouvernement qui a joué un grand rôle. Et ainsi que, d'ailleurs, on continue en baissant l'impôt sur le revenu. Et comme on l'a fait avec la taxe d'habitation, tout cela a aussi relancé l'économie et la réforme du Code du travail et aussi de l'apprentissage. Donc tout ça participe. Et n'est pas financé. Contrairement à ce que vous dites. Mais la réforme du Code du travail, vous dites que pour les retraites, vous voulez un système universel, et la réforme du Code du travail, vous avez fait un Code du travail par entreprise. Alors pourquoi, quand c'est pour le Code du travail, vous voulez un cas par entreprise, et quand c'est pour les retraites, vous prétendez faire de l'universel? Non, justement, ça ne sera pas de l'universel, ça sera des cas particuliers aussi. Mais contrairement à ce que vous dites. Mais c'est ce qu'ils prétendent dire. Mais contrairement à ce que vous dites, la réforme n'est pas faite pour des raisons budgétaires. Vous dites qu'elle est faite. Vous dites pour des raisons idéologiques. Reconnaissez-le. Elle est faite parce que le système actuel est injuste, illisible et inefficace. C'est pas vrai. Il y a une chose dont vous ne parlez jamais. Il y a une chose dont vous ne parlez jamais, c'est du système actuel. Qui aujourd'hui peut dire où il en est s'il a une carrière hachée? Aujourd'hui, vous avez des injustices majeures. Vous avez des gens en fonction de l'ordre dans laquelle ils ont fait leur carrière. Des gens si vous avez commencé par faire une carrière dans la fonction publique et après dans le privé, ou si vous faites l'inverse, vous n'avez pas droit à la même retraite. Ah oui, effectivement. Si vous avez raison. Alors il faudrait plutôt tendre vers le public qui est plus favorable. Laissez-moi terminer. Si vous avez fait des jobs d'été, vous avez cotisé et vous n'avez ouvert aucun droit. Si vous avez été en arrêt maladie long, vous n'avez aucun droit ouvert. Si vous êtes en congé maternité, vous n'avez pas d'ouverture dès le premier jour du congé maternité. Là non plus. Vous racontez il y aura un c'est Julien Bargeton finir. C'est 1 euro cotisé, 1 euro de retraite. C'est ça? Non, mais c'est surtout. Donc si vous êtes en arrêt maladie, vous cotisez quoi? Enfin, quel est l'euro que vous mettez? Vous aurez des points. Comment ça? En arrêt maladie, bien sûr. Mais non, mais il y a une chose. Alors moi je vous réponds. Si vous dites que les jobs d'été ne sont pas pris en compte aujourd'hui par le système de retraite, il suffit de passer simplement à la cotisation par trimestre, à la cotisation par mois. Mais parce que nous sommes plus ambitieux que ça. Nous voulons une refondation qui va dans le sens de la justice et de la simplicité. Votre refondation est un plasticage de notre protection sociale. Et les Français, M. Messia, n'ont pas voté pour Marine Le Pen, ils ont voté pour Emmanuel Macron. Oui, mais d'accord, c'est pas une dictature, c'est pas Napoléon III, Emmanuel Macron. Non, mais le projet était dans pour toutes jusqu'à... Le projet était dans le projet. Déjà là, comme disait Madame, l'âge de la retraite, on avait promis de ne pas y toucher, on y touche. L'âge légal. Là, on est... Bien sûr que si. Bien sûr que si, si vous... De 62 à 64. Alors, âge légal, âge d'équilibre, il y a déjà une décote. Là, c'est pareil. On fait comme si on ne part jamais du diagnostic. Comme s'il n'y avait pas une décote. Aujourd'hui, 80 000 femmes, 20% d'entre elles, attendent 67 ans pour partir à la retraite. Mais ça sera pareil avec votre réforme, ça sera encore pire. Non, c'est terminé, il y a convergence sur les 64 ans. Et puis, en fait, le problème, si vous voulez, c'est que vous êtes en train
de faire du plasticage à la découpe de toute notre protection sociale. Vous avez touché aux APL, vous avez touché au secteur hospitalier, vous avez touché aux retraites. Vous êtes en train, on a voté pour, enfin, la France a voté pour vous, pour Emmanuel Macron, pour qu'il dynamise la France. La réalité, c'est qu'il est en train de dynamiter la France. C'est des formules. Mais non, c'est pas des formules, c'est exactement ça. Regardez l'état du pays. Messieurs. Regardez l'état du pays. À un moment, il faudra un tout petit peu sortir de la caricature et aussi s'interroger sur cette image qu'on donne dans ces débats-là, en général, sur la valeur travail. Aujourd'hui, c'est comment peut-on faire pour travailler le moins longtemps possible, comment peut-on faire pour avoir des droits à la retraite le plus rapidement possible. Je pense que, en tout cas, aux yeux des plus jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, il faudra quand même s'interroger sur ces débats sans fin qui ont quand même comme but de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour travailler le moins longtemps possible. Je ne suis pas sûre que ce soit une valeur qu'on ait envie... Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas la valeur que j'ai envie de porter. On baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu pour les classes moyennes. On a supprimé la taxe d'habitation. On a augmenté la prime d'activité. Aujourd'hui, et on a fait pas d'impôt sur les heures supplémentaires. On va reprendre ce débat passionnant, passionné. On va faire un petit tour du côté de la gare du Nord où on retrouve Charline Hurel. Charline, je crois que vous êtes avec un syndicaliste de la CGT. On voit beaucoup de drapeaux et de calicots derrière vous d'ailleurs. Exactement, regardez ces manifestants qui arrivent petit à petit à la gare du Nord. En effet, je suis avec Bertrand Hamache, responsable syndical CGT RATP, secrétaire général. Alors vous dites-nous, quelle est votre réaction à ce qu'a dit Jean-Baptiste Djebari sur le fait que finalement la CGT est plutôt dans un esprit de contradiction, en tout cas n'est jamais content sur ce qu'on leur propose? Écoutez, moi je dis à M. Djebari qui se reporte sur les bilans sociaux et qui verra bien que la CGT en capacité, et elle signe beaucoup d'accords, que ça soit interprofessionnel ou même à la RATP. Donc cette idée fausse qui est véhiculée qu'on n'est jamais d'accord, c'est pas vrai, mais comme on est face à une réforme de recul social, on ne peut pas rester, en tout cas, ni neutre ou encore accepter un énième recul social. Et alors, il y a aussi également cette partie, le fait qu'on dit que cette CGT n'a pas le même mode d'action que les autres syndicats. Est-ce que vous vous sentez aussi éloigné des autres syndicats ? Non, pas du tout. Chacun a sa forme d'action. L'idée même d'aller mettre un brassard et puis de continuer à conduire des bus et des métros, ça satisfait pas les travailleurs. La CGT n'appelle pas à cette forme-là. Effectivement, elle organise la grève. Et c'est par la grève, d'ailleurs, que toutes les avancées sociales qu'il y a eu dans ce pays, malheureusement, ont été gagnées. Vous comprenez qu'on parle, vous parlez d'enjeux de cette grève et que certains disent que la CGT est peut-être un peu trop radicale ? Non, il n'y a pas de radicalité. Je crois que c'est cette réforme qui est radicale, puisque c'est une réforme systémique qui va changer non pas seulement le système, mais même la société tout entière. Donc nous, on est contre. Malheureusement, face à cette position du gouvernement, on y répond aussi, nous, par une forme dure qui est celle de la grève. Une forme dure, celle de la grève, et vous l'entendez, ces syndicats qui sont prêts à aller jusqu'au bout tant que le gouvernement ne reculera pas sur cette réforme des retraites. Merci Charline Hurel, on vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard gare du Nord, et je vous voyais apprécier ce que disait ce délégué de la CGT. Dans vos images, il y a des choses qui sont intéressantes, et il y avait des images qui passaient tout à l'heure en fond aussi, qui montraient Gaël Kirante, qui est syndicaliste à La Poste, qui a d'ailleurs été condamné injustement pour ses actions, et des Gilets jaunes ensemble. Et je trouve que ce qu'il y a de peut-être nouveau dans la phase dans laquelle on entre, c'est cette unité qui se fait entre les Gilets jaunes d'une part et le mouvement syndical d'autre part qui commence peu de monde pour l'instant. Il faut quand même peu de monde en tout cas aujourd'hui. D'accord, mais on est en plein milieu des vacances de Noël et je pense que le 9 janvier vous serez surpris de voir le monde qu'il y aura dans la rue. Mais moi j'étais hier à Châteauroux, on faisait une diffusion de tracts, on a distribué 6000 tracts sur la réforme des retraites en 2 heures. Et les gens qui étaient là, c'était à la fois des syndicalistes, des militants politiques et des gilets jaunes. Et vous avez sur le terrain une unité qui est en train de se faire entre des gens qui refusent l'intégralité du monde que vous nous proposez. On est en train enfin de se mettre d'accord et d'agir ensemble. La fameuse convergence des luttes. Je vais vous dire un truc, méfiez-vous. Il y a la course à l'échalote entre Ruffin et Mélenchon surtout. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Méfiez-vous d'une chose, c'est que... C'est la course à l'échalote de la récupération. Je ne sais pas ce que vous faisiez hier, moi je distribuais des tracts, sur un rond-point. Méfiez-vous d'une chose, les gens qui prenaient les tracts, ils étaient très satisfaits du fait qu'on mène ces actions en plein milieu des vacances de Noël. Et ils sont très, très remontés contre
contre votre projet. Et c'est sur cet avertissement qu'on va marquer une petite pause. On va évidemment poursuivre le débat juste après cette petite page. C'est intéressant parce que juste avant la pause pub, vous parliez de cette convergence des luttes, gilets jaunes, etc. Il y a un autre phénomène dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est certains syndicats dont la direction disait il faut suspendre les grèves, on pense notamment à la CFDT, et puis les branches cheminots qui disaient non, on continue et on continue à se mobiliser. D'où ce dont on a parlé, une forme de gilet jaunisation, c'est-à-dire une base qui est plus radicalisée que le sommet. C'est le phénomène auquel on assiste en ce moment ? Il y a une partie des syndicats pour laquelle la base est plus radicalisée, en effet, et chacun a le droit de faire grève. Chacun a le droit de faire grève dans ce pays, il est constitutionnel. Encore une fois, on aurait pu avoir une trêve à Noël parce que ça ne changeait rien pour les opposants, me semble-t-il, ils auraient repris ensuite. Mais pour autant, il faut pas avoir une forme d'hystérisation, je dirais, du débat ou des moyens. C'est-à-dire que tout n'est pas possible non plus. Je pense que bloquer des raffineries, par exemple, ça n'est pas très intelligent, même si ça n'a pas eu de conséquences. Ou bien les coupures sauvages de courant. Mais ce que je regrette, moi, si vous voulez, c'est qu'on va reprendre les négociations et la CGT s'est mise dans une seringue parce qu'elle refuse toute la réforme. Ce n'est pas le cas de l'UNSA ou de la CFDT qui sont favorables au principe de la retraite par points et de la transition douce pour les régimes spéciaux. Bon. Donc ça, ce sont des ouvertures de négociation. Ça, c'est la CGT, mais les bases refusent tout également. La CGT, c'est pareil. Et donc la CGT, elle se met dans une... Non, mais elle se dit, la CGT, que ce soit la base ou la direction, se met dans une opposition radicale pour finalement s'opposer totalement à la réforme. Donc dans ce cas-là, le grain à moudre va être difficile à trouver, comme disait un ancien grand leader syndical. Et pourtant, du grain à moudre, il y en a beaucoup. Et moi, je souhaite qu'on pense à ça. Et c'est aussi ça que les travailleurs doivent s'approprier. C'est l'idée qu'ils ont beaucoup à gagner sur toutes les négociations qui sont ouvertes en matière de pénibilité, de carrière longue, de chômage des seniors ou de fonction publique. Et c'est ça les chantiers qui sont devant nous qu'il faut ouvrir. Moi, je souhaite plutôt... Et pour le pays quand même, qui commençait à enregistrer un rebond, à être dans cette forme d'apaisement qui nous permettra des avancées. Et c'est ça la négociation. C'est normal, chacun dans son rôle, mais chacun obtient des choses. Alors l'apaisement est loin là. Ce qui est absolument incroyable, c'est ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que même un syndicat comme la CFDT, qui est justement très prompte à travailler avec le gouvernement, avec le patronat, etc., même la CFDT... réformiste, comme on dit. Avait refusé votre réforme. Alors maintenant, ils sont en train de faire de l'âge pivot, à juste titre d'ailleurs, le point central, le point focal de la négociation. Mais initialement, la CFDT était dans la rue avec la CGT. Mais si. Donc si vous voulez, c'est dire à quel point sur l'âge pivot. C'est dire à quel point votre réforme. Le 17 décembre, il y avait la CFDT. Oui, mais pas avant. C'est dire à quel point votre réforme a aggloméré l'opposition syndicale, même l'opposition syndicale qui traditionnellement est favorable à la négociation. C'est que l'âge pivot pour la CFDT. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est à juste titre. À juste titre. Quant à la convergence des luttes dont il est question ici. Moi, je ne la vois pas, parce qu'en fait, les gilets jaunes, les vrais gilets jaunes des débuts, ceux qui étaient 300 000, 350 000 au mois de novembre, décembre 2018 et puis janvier 2019, en réalité, ils sont rentrés chez eux. La réalité du mouvement des gilets jaunes depuis le mois de mars de cette année, c'est qu'en réalité, ce sont des jaunes des rouges déguisés en jaune. Voilà, le mouvement était totalement phagocyté par l'extrême gauche. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de monde. On a beaucoup moins de monde qu'au début. Vous avez récupéré le mouvement, une récupération. C'est pour ça que les vrais gilets jaunes qui ne veulent pas être associés à l'extrême gauche ou au groupuscule d'extrême gauche sont en réalité rentrés chez eux. Aujourd'hui, les gilets jaunes ne sont plus des gilets jaunes, ce sont des rouges déguisés en jaune. Antoine Léaumont. Je vous prenais des cas précis. Je regardais les images qu'il y avait et dans lesquelles je reconnaissais notamment Jérôme Rodriguez qui m'a pas l'air d'être un rouge déguisé en jaune ou je ne sais quoi. Oui, il représente que lui-même. Et Gaël qui rentre. Mais moi, je vous parle d'une situation. Je vous dis ce que j'ai constaté hier en allant distribuer des tracts. Moi, ce que j'ai constaté, c'était qu'il y avait des syndicalistes de plusieurs syndicats et pas seulement de la CGT, contrairement à ce que vous racontez, parce que vous avez une technique qui est assez simple, c'est pointer du doigt la CGT pour dire « Bouh, regardez les gros méchants » et tous sur la CGT. C'est la CGT la cause de tous vos problèmes. C'est la CGT aussi qui nous a aidés à avoir beaucoup de choses qu'on a obtenues dans le passé. Et vous feriez bien de vous en rappeler aussi quand vous parlez de la CGT, qui est une grande organisation syndicale de notre pays. Mais
pour vous dire ce que j'ai constaté moi, c'est que des gens qui sont des gilets jaunes et qui ne sont pas spécialement des gens qui sont dans des organisations syndicales ou des organisations politiques, ils étaient venus à l'appel des syndicats pour participer. Mais la question n'est pas celle du nombre. Voilà. Mais non, si, quand même. Non, parce que pendant un an. Parce que aujourd'hui, les gilets jaunes dans les rues, combien de divisions? Alors, petite pause justement sur les gilets jaunes dans les rues, juste pour signaler cette image. Vous la voyez en direct, place de la Bourse à Paris, où justement les gilets jaunes avaient commencé à se rassembler. On le voit, des premiers petits accrochages avec les forces de l'ordre. Il y a quelques instants, on a vu des grenades lacrymogènes, et puis il y a apparemment un retour au calme. Mais on voit que ces quelques dizaines de gilets jaunes sont en train de quitter la place de la Bourse. Des gilets jaunes avec un drapeau palestinien? Eh ben oui, il y en a qui c'est des gilets jaunes des débuts. Non, il y en a qui ont des drapeaux palestiniens, il y en a beaucoup qui ont des drapeaux français. Ça, c'est vos amis. Non, je vois pas de drapeau français là à l'écran. Regardez bien, il y en a un à droite. Ouvrez un petit peu les yeux et arrêtez de croire que le monde. Non, mais regardez-vous. Attendez. L'image est devant vous. Il est où le drapeau français? Là, en plein milieu. Il y a un drapeau français au milieu. Mais c'est pas ça la question. Il y a des drapeaux palestiniens, donc c'est pas pour donner raison ou tort aux uns et aux autres. Le mouvement des Gilets jaunes a été un mouvement extrêmement composite et des classes populaires mobilisées qui souvent ne se mobilisent pas dans des mobilisations du type dont elles sont mobilisées. Des classes populaires de la France périphérique et non pas les bobos des grandes métropoles. Monsieur, franchement, je viens de Châteauroux. Vous n'allez pas me faire la leçon sur les classes populaires périphériques. D'accord, mais enfin, vous venez d'où? Vous êtes bien placé. Vous savez ce que c'est les classes populaires périphériques? Vous savez ce que c'est? Moi, je viens d'un endroit dans lequel il y a des maternités qui ferment et dans lequel il faut faire 60 km pour aller à la maternité. Donc je vais vous dire un truc. Ce qui se passe dans les milieux périphériques, je suis assez au courant de ce qui se passe. Justement, donc vous êtes bien placé pour savoir que les gilets jaunes des débuts, c'était plutôt des classes populaires de la France périphérique, des classes populaires blanches entre guillemets, et non pas. Mais si, vous avez vu beaucoup de diversité. J'y ai participé au début. Au début, parce que je peux pas laisser dire ça. Non, je peux pas laisser dire ça. Moi, je vais vous faire parler l'un après l'autre, si ça vous embête pas. Les gilets jaunes sont des gens qui se sont mobilisés pour leur vie, c'est-à-dire pour des augmentations de salaire, pour pouvoir avoir des droits démocratiques qui actuellement n'existent pas, pour aussi des questions écologiques et pour, d'une manière générale, récupérer de la souveraineté. Voilà pourquoi les gilets jaunes constituent les bataillons d'électeurs qui vous ont abandonné, c'est-à-dire l'ouvrier de la France périphérique, l'ouvrier ou le chômeur de la France. Laissez-moi finir. Mais non, laissez-moi finir. Il demande de l'État. Il demande du service un peu de calme, monsieur. Non, il demande de l'État et du service public. Je peux vous répondre ou pas? Parce qu'on ne peut pas se parler les uns sur les autres. On ne va pas refaire un débat sur les gilets jaunes. Mais je vous laisse finir là-dessus. Nous avons sur ce plateau un commissaire politique. Nous avons un commissaire politique qui administre des leçons de vérité et de Vous avez quelqu'un qui a participé aux manifestations de Gilets jaunes de la première à la... Et vous avez vu aucune césure. Vous êtes totalement aveugle. Vous savez ce que j'ai fait moi dans les mouvements de Gilets jaunes? Je suis allé les voir et je leur demandais les raisons de mobilisation. Je faisais des directs sur ma chaîne. Les gens qui nous regardent, ils peuvent aller regarder s'ils veulent. Ma chaîne, elle s'appelle Le Bon Sens. Ils peuvent aller regarder ces directs que j'ai fait avec les Gilets jaunes. Dans toutes les manifestations que j'ai faites, j'ai jamais eu personne qui m'a dit ce que vous m'avez dit là. Ah oui, c'est ça. Il y a eu des gens. Vous n'écoutez que ce que vous voulez écouter. La personne qui m'a le plus ému, c'est une personne qui était boulanger et qui était au chômage et qui parlait de plein de choses en même temps, mais qui décrivait la situation de merde dans laquelle les gens sont. D'accord, mais enfin, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas, attendez, mais monsieur de la France Insoumise, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'êtes pas, attendez, on va laisser Julien Bargeton s'exprimer. Vous n'êtes pas un institut de statistique à vous tout seul, c'est pas parce que vous picorez ce que vous voulez picorer dans la réalité. J'ai rien picoré, vous faites une généralité. La réalité, c'est que l'élection européenne a bien dit ce qu'étaient les Gilets jaunes, puisque les listes, 50% d'abstention, monsieur. Ça a été une participation record sur tous les scrutins des Européens sur les 20 dernières années. C'est une participation record. À 50% record, vous êtes fiers de ça? Une participation record. Vous êtes fiers de faire 20% avec 50 d'abstention? Alors attendez. Et vous avez fait combien, vous? C'est sûr qu'avec 6%, vous n'êtes pas fiers. Vous n'allez pas, messieurs, posez-vous une question. Pourquoi vous n'allez pas accaparer la parole. Pardonnez-moi. Le débat sur les Gilets jaunes, je pense. Vous êtes assez vous ne voyez pas la mutation du mouvement des Gilets jaunes. Alors, ce avec quoi je suis d'accord, c'est qu'effectivement, le gouvernement, avec sa politique, en réalité, on est dans un mouvement de colère sociale permanente. C'est-à-dire, on a commencé avec les Gilets jaunes. Laissons maintenant Julien Bargeton répondre. Et ensuite, on a ce mouvement social qui est aussi record. Donc, en fait, ça fait un an et demi que la colère sociale s'exprime sous diverses façons à cause de votre politique. Je voudrais dire très calmement à M. Antoine Léaumont, s'il pouvait cesser avec ce ton un peu condescendant, donneur de leçons, qui est propre à son mouvement et notamment à son leader,
ça nous reposerait tous. Parce que alors, quittons l'acrimonie, effectivement, revenons dans il y a un débat politique avec des oppositions franches, mais voilà. Franchement, ce côté, je sais tout le temps, tout le monde a tort, donneur de leçons, condescendant, c'est extrêmement désagréable. Et vous n'avez pas l'impression que revenons, messieurs, je vous le dis, c'est tout. Je sais pas ce qu'en pensez. J'essaie de vous le dire. Voilà, que ça rend très compliqué le débat, échangeons, etc. Je ne crois pas à cette convergence gilets jaunes, manifestation. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs assez peu de monde dans la rue, on verra au final. Le mouvement des gilets jaunes était en effet très disparate au début. Il y avait des gilets jaunes sincères des ronds-points, qui étaient des personnes qui ont exprimé une souffrance, notamment des femmes qui élevaient seules des enfants, ou bien les personnes de classe moyenne qui ne gagnaient pas assez. On y a répondu, notamment sur des mesures de pouvoir d'achat, parce qu'il fallait que le travail paye plus. C'était notre politique et on a accéléré. Et c'était légitime, notamment par exemple sur les heures supplémentaires pour les défiscaliser. Je pense que c'est une bonne mesure, ou d'aller plus vite sur la prime d'activité, ou bien sur la baisse d'impôt sur le revenu, on rajoute 5 milliards. Donc on y a répondu. Et oui, les gilets jaunes se sont radicalisés au fur et à mesure et n'ont pas réussi à traduire politiquement, en tout cas aux élections, c'est ce mouvement. Ça, c'est une réalité. Et si on regarde, ils ont vraisemblablement plutôt voté pour le Rassemblement national. Si on regarde les chiffres. Voilà. En tout cas, ils n'ont pas voté pour vous. Ne mélangeons pas tout. Il y a la grande. Je termine là-dessus. Il y a une volonté de grande confusion. Et Anne-Hérite Palek va. On est sérieux. s'exprimer. Les problèmes se traitent les uns à la suite des autres. Voilà. Il y a le sujet des retraites, il y a le sujet de l'emploi, etc. Soyez l'élément modérateur de ce plateau. Je vais essayer d'être la touche féminine. Absolument. Modérateur. Je pense que pendant un peu plus d'un an, avec ce mouvement protéiforme et complètement nouveau des Gilets jaunes, les responsables politiques, tous partis confondus, ont souffert d'un manque de représentants. On n'avait pas de... Rappelez-vous, dès qu'un représentant ou quelqu'un d'un petit peu porteur d'idées ou qui osait prendre la parole émergeait, tout de suite il était exclu. Et donc on a vraiment eu ce mouvement de masse sans avoir d'interlocuteur identifié, ce qui a rendu, je pense, toutes les négociations un petit peu compliquées. Et les demandes, même si au départ elles étaient tout à fait ciblées sur le carburant, etc., la hausse de la contribution sur le carburant, sont devenues très rapidement très protéiformes. Avant début décembre, les 2-3 premiers samedis de Gilets jaunes, effectivement, sur les ronds-points, à Paris, sur les Champs-Élysées, on avait une ambiance familiale, des mamans, des poussettes, etc. Et puis il y a eu l'Arc de Triomphe, et puis on a, je pense, à partir de ce moment-là, basculé dans quelque chose de beaucoup plus radical et de beaucoup moins, à partir de début décembre, beaucoup plus radical, beaucoup moins familial. Ça a été... Et je pense que pendant un an, le mouvement syndical organisé, quel qu'il soit, a couru après les Gilets jaunes en essayant de rattraper un petit peu le mouvement, et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il y a eu j'ai plus en tête les occasions, mais il y a eu 2-3 occasions de grève nationale pendant lesquelles le mouvement syndical classique a tenté de raccrocher les wagons des Gilets jaunes, et les Gilets jaunes ont complètement gardé le haut du pavé. Ça n'a jamais fonctionné, donc je suis comme vous, une fois n'est pas coutume, je partage également votre opinion. Je ne pense pas qu'il y ait cette convergence des luttes. Ceci dit, pour en revenir à la question de départ, même si on est allé assez loin depuis, vous voyez, je vous permets de reboucler sur le... Attendez, avant de reboucler, vous êtes d'une délicatesse qui me touche énormément. Avant de reboucler, on va refaire un petit tour du côté de la gare du Nord. Mais je reviens vers vous, bien sûr. Anne-Hérite Palek, un instant, on retourne. Gare du Nord avec Mathieu Desmoulins. Mathieu, est-ce qu'il y a davantage de monde qui est arrivé derrière vous ? Eh bien, écoutez, les grévistes continuent d'arriver ici à quelques mètres seulement de la gare du Nord. Regardez, pour le moment, plusieurs ballons des syndicats sont déjà arrivés. On voit, par exemple, à gauche, FSU, Solidaire, la CGT, Force ouvrière. Il y a aussi ici, vous le voyez sur ces images filmées en direct par Julie Janus, plusieurs gilets jaunes, mais mobilisation donc de quelques centaines de personnes, mais plusieurs leaders syndicaux reconnaissaient que c'était moins que ce qu'ils avaient escompté. Ils expliquent ça par le fait que c'est difficile pour eux de mobiliser en période de fête, tant sur le plan moral que financier. On a vu passer déjà depuis le début de la manifestation plusieurs caisses de grève, des boîtes de chaussures, dans lesquelles les manifestants demandent aux passants ou à des non-grévistes de mettre quelques pièces, un moyen pour eux d'obtenir un soutien financier et aussi de permettre aux non-grévistes de se joindre à eux par une petite action, d'autant qu'ils s'attendent encore à des pertes de salaire puisqu'ils resteront en grève pour la plupart, au moins jusqu'au 9 janvier prochain, date de la prochaine mobilisation nationale.
Merci Mathieu Desmoulins, merci à Julie Janus derrière la caméra. On reviendra sur cette question d'ailleurs de la cagnotte, puisque son montant ne cesse d'augmenter. Je vous laisse reboucler et ensuite je redistribue dans le calme, la paix et la sérénité la parole sur ce plateau. Alors après, la réponse syndicale aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur un sujet, il était impossible que les syndicats ne s'en emparent pas, est différente effectivement. Et heureusement, la proposition syndicale en France est relativement diversifiée, avec la CFDT qui, on le sait, depuis des années défend le système de retraite par points, mais ne veut pas de modification, qu'elle soit emballée sous le terme de H pivot, H plancher, H plafond, ne veut pas de modification de la durée légale. Enfin, vous l'appellerez comme vous voudrez. Bon, c'est leur position, on la connaît depuis le départ et on savait qu'en touchant à ce point-là, enfin, je pense que les responsables, le gouvernement et la majorité en avaient conscience. En touchant à ce point-là, on savait très bien que la CFDT rentrerait dans le bal de début décembre et c'était évident qu'ils le fassent. Après, on a l'UNSA ou Sud qui ont une organisation beaucoup plus par branche. Je crois que les branches sont beaucoup plus fortes finalement que la direction. Et on voit que la base ou les branches prennent le dessus. UNSA, c'est quand même autonome. Hein. Et puis après, on a encore la CGT qui est sur une position méchant ou pas méchant. C'est une position, c'est la position qu'ils défendent. On ne peut pas dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous accuser de dire que la CGT est quand même sur une position très radicale. C'est j'en veux pas et tant que cette réforme sera en place, je serai dans la rue. Maintenant, je finis. J'en profite parce que faut se battre pour avoir la parole, donc je la garde. Je fais exprès de vous couper. Non, mais pas du tout. J'en profite un tout petit peu. Oui. Il faut aussi faire une photographie du syndicalisme en France, en tout cas à début décembre, où on a une représentation syndicale qui est quand même, par rapport à d'autres pays européens où le dialogue existe, qui est quand même très très faible. Et je vous coupe. C'est pas nouveau, mais ça interroge, parce qu'on n'est que dans la revendication. Pardonnez mon impolitesse, mais on va retrouver Charline Hurel à la gare du Nord, puisque Charline, des Gilets jaunes arrivent gare du Nord. Eh bien, regardez, écoutez, nous sommes dans ce cortège de Gilets jaunes qui est à peine à 100 mètres de Gare du Nord, des Gilets jaunes qui sont escortés par une rangée de CRS, puisqu'il y a eu un tout petit point de tension, un peu de grenade lacrymogène qui a été lancé pour tenter de disperser quelques éléments perturbateurs qui tendaient de faire monter la tension, en tout cas avec les forces de l'ordre. Mais là, vous le voyez, ce cortège de Gilets jaunes qui évolue globalement dans le calme pour rejoindre l'autre point de rencontre avec les syndicats, puisque c'est ce point de convergence qu'ils tentent de rejoindre, les syndicats avec les Gilets jaunes. On peut noter une évolution dans ce mouvement qui au départ refusait la présence des syndicats. Et bien aujourd'hui, c'est main dans la main qui veulent marcher dans les rues de Paris pour demander une seule chose, le retrait de cette réforme des retraites. Merci Charline, merci à Céleste Joseph qui est derrière la caméra. On parlait tout à l'heure de comment tenir. On est au 24e jour de grève. Certains grévistes ont effectivement fait grève pendant 24 jours et vous le voyez, la cagnotte lancée par la CGT Infocom en soutien aux salariés en grève ne cesse de monter. On a dépassé le million hier et vous le voyez, à 13h16 pour être d'une précision quasi suisse, nous sommes à 1 454 609 €. On voit malgré tout que ça s'organise pour durer. Hein. C'est un mouvement qui est très populaire, encore une fois, et puis ça touche toutes les catégories, parce que quand on voit les dons, ça va de quelques euros à quelques centaines d'euros, donc a priori, on ne peut pas dire que c'est juste une catégorie. 2005, je crois, pour le... Toutes les catégories sont concernées, et là, vous avez la preuve chiffrée, si je puis dire, du soutien qu'apporte le pays à ce mouvement. On a souvent parlé en France, je vous rejoins dans ce que vous dites tout à l'heure, effectivement, les syndicats en France sont peu représentatifs en tant que tels, mais n'empêche qu'ils ont une force de mobilisation qui est supérieure à celle qu'on a dans les pays européens, c'est-à-dire leur capacité à mobiliser au-delà de leurs simples adhérents. Et donc en 95, par exemple, on parlait de grève par procuration ou de mouvement social par procuration. On a exactement la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un mouvement social, une grève par procuration, et la cagnotte, son montant qui est absolument historique, le prouve. Non mais alors oui, 1,4 million en même temps, c'est pas. On tient combien de temps avec 1,4 million pour plusieurs milliers de grévistes? Je rappelle un certain nombre de choses. Les Français sont favorables à la retraite par points. Non. Les Français, laissez-moi terminer, sont favorables à la suppression des régimes spéciaux. Ça, oui. Ils sont favorables à un certain nombre de dispositions qui sont dans ce texte, c'est-à-dire notamment sur les femmes avec des enfants, etc. Donc un certain nombre de propositions sur la pénibilité. Ils sont d'accord avec tout. C'est vrai qu'il y a une crispation.
et on en a parlé tout à l'heure, sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre, etc. Je rappelle comme une chose, c'est que si nous ne l'avions pas fait, nous aurions encouru le reproche exactement inverse, c'est-à-dire ce que vous disiez vous-même tout à l'heure, vous n'êtes pas une contradiction près, Monsieur Missia, qui consistait à dire « mais combien ça va coûter trop cher ». C'est-à-dire que si nous n'avions pas fait ça, vous seriez tous en train de dire « cette réforme coûteuse, laxiste, etc. ». Pour autant, c'est ouvert, car je reviens quand même sur la CFDT, c'est en effet ce point-là qui, pour eux, peut et doit être discuté. Donc, il y a traditionnellement... Il le sera ou pas ? Oui, est-ce que c'est la dernière cartouche, si vous me passez l'expression ? Il sera discuté notamment sur la durée du malus, je pense qu'on peut regarder, et puis sur la façon, s'il vaut de la même façon pour tout le monde. Mais, je veux dire, il y a en France une tradition de soutien ou de sympathie vis-à-vis des mouvements sociaux. On a vu d'ailleurs avec les Gilets jaunes parfois. Vous savez, il ne faut pas confondre sympathie et soutien, d'abord. Mais c'est vrai qu'il y a l'ensemble sympathie. Oui, mais il ne faut pas confondre ces deux choses. Mais tout le monde peut avoir une forme de sympathie pour un mouvement social. Non. Donc, il y a une forme de... Et on peut aussi vouloir la réforme tout en comprenant le fait qu'il y a des gens qui s'y opposent. Alors, effectivement, il y a un syndicat, et c'est une attitude que je qualifierais moi de dure, si vous le voulez bien, qui s'organisent, on voit les cagnottes, etc., pour tenir parce qu'ils refusent toute réforme. Je le regrette, je trouve que ce n'est pas ça un syndicalisme ou un dialogue social mature dans un pays. Mais en fait, c'est votre politique qui est contradictoire, ce n'est pas mes propos. Depuis que vous avez été élu, en réalité, c'est votre politique qui a allumé l'incendie des Gilets jaunes avec la taxe carbone, etc. Vous avez ensuite sorti... On a trouvé un pays dans Vous avez ensuite sorti la lance à incendie budgétaire pour distribuer 10 milliards pour calmer le mouvement social. Là, c'est exactement la même chose. Vous avez eu une réforme des retraites dont le but initial était purement comptable et budgétaire. Et vous découvrez l'ampleur du refus de la société. La preuve que non. Et maintenant, vous êtes en train de multiplier les rustines pour essayer de calmer l'incendie social. En fait, à chaque fois, vous faites une politique, ça provoque une colère sociale monstrueuse. Vous l'arrosez budgétairement pour calmer la situation et donc au final votre politique coûte beaucoup plus cher que le système qu'elle prétend réformer pour faire des économies. Vous êtes dans l'amateurisme politique, voilà la réalité. On va y perdre, que les retraites vont baisser. C'est de l'amateurisme politique. Ça coûte plus cher ou les retraites baissent? C'est de l'amateurisme politique. Choisissez vos arguments. Mais non, vous dites l'inverse, vous dites que ça baisse, les retraites vont baisser et qu'elles coûtent cher. La réalité c'est que vous naviguez à vue, vous n'avez aucune ambition, aucune ligne directrice. On a compris vos deux avis opposés. Aucun fil d'Ariane de la partition. Monsieur Antoine Léaumont. Oui. Vous vouliez prendre la parole. Alors ne me dites pas que vous n'avez plus rien à dire. D'abord, je ne le croirais pas. Non, juste sur certains points que vous avez évoqués. Vous dites le syndicalisme est moins puissant en France que dans d'autres pays. Il l'est pour une raison simple, c'est que dans les autres pays, c'est quand on est syndiqué qu'on bénéficie des avantages obtenus par les syndicats. En France, ce n'est pas le cas. Parce que s'il y a une chose dont on est épris en France, c'est d'égalité. Et quand vous dites les gens sont opposés aux régimes spéciaux, c'est ce que effectivement montrent les sondages, et vous nous en rabattez les oreilles sans arrêt avec la RATP et la SNCF. C'est une réalité. Pour nous dire, regardez, quand même, ils partent à 55 ans, etc. Par ailleurs, c'est pas exact. Je vous ai laissé parler sans vous interrompre. Je voudrais juste la même chose pour pouvoir abaisser le niveau du débat. Enfin, le niveau de tension du débat. Oui, parce que... c'est gentil. Élevons le niveau du débat, si vous voulez bien. Mais simplement, ce que les gens veulent, c'est de l'égalité. Quand vous pointez du doigt toujours les mêmes, en disant « regardez-moi ces privilégiés », etc. Et que dans le même temps, vous faites 3 milliards de cadeaux aux plus riches. Que dans le même temps, vous ne cessez de faire des cadeaux aux mêmes qui sont les plus fortunés de notre société. Comprenez que les gens aient juste envie de vous envoyer péter. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Les si gens, vous voulez, quand vous trouvez... Bah si, le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça. Le mouvement des Gilets jaunes, une des revendications phare du mouvement des Gilets jaunes, c'était le rétablissement de l'ISF. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que d'un côté, vous allez faire l'égalité par le bas, en gros, et que de l'autre côté, il y en a qui peuvent avoir du fric sans arrêt. Ils demandent jamais rien, mais ils en ont sans arrêt. Et alors ceux-là, par contre... Rassurez-moi, vous ne voulez pas financer le système des retraites par l'impôt. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Mais juste quand vous dites qu'il va manquer les entreprises, ce que je veux dire simplement, c'est quand on dit qu'il manque des sous et la suppression de l'impôt sur la fortune, vous l'avez pas fait sur n'importe quoi, vous l'avez fait sur les produits de spéculation financière. Prenez pas les gens pour des abrutis. Vous avez fait sur la partie, vous l'avez fait sur la partie de la richesse qui n'est pas immobilière, qui est donc mobilière. C'est-à-dire sur la partie qui concerne les actions. Donc ce que vous avez fait, c'est faire des gros cadeaux aux actionnaires, et ensuite vous venez dire aux gens il n'y a plus d'argent. Sauf que quand vous faites, il n'y a pas d'argent pour les retraites. On ne va pas financer. Alors effectivement, ce n'est pas de l'argent pour les retraites.
Non mais ça. Je suis d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est important. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous dites qu'il y a des masses financières qui vont manquer dans un endroit, vous êtes à la tête de l'État. Vous n'êtes pas à la tête d'une PME. Vous êtes en train de gérer une chose qui s'appelle la France. Et vous le gérez ça comme une espèce de boutique où vous avez tout un tas de petites boutiques. Mais nous, on veut encourager l'actionnariat dans des rayons. Ah voilà, c'est exactement ce que vous... Ah oui, mais la loi Pacte, c'est pour ça. Ouais. Vous voulez encourager l'actionnariat et votre réforme des retraites, pour aller jusqu'au bout de ça, la loi Pacte, par exemple, ce qu'elle favorise, c'est la retraite par capitalisation. Il n'y a rien dans la capitalisation. Alors, il y a exactement quelque chose dans la loi Pacte qui favorise le fait pas dans la retraite, pas dans la retraite. Vous avez parlé de la loi Pacte. Excusez-moi, j'écoute ce que vous dites. C'est peut-être une différence entre nous. Mais quand vous m'apportez des arguments, je les écoute. Alors après, j'y réponds de manière peut-être un peu véhémente parce que je suis comme ça et que ça m'énerve un petit peu quand j'ai l'impression que vous racontez. Antoine, je vous interromps un instant. C'est important la loi Pacte parce que sinon les gens ils comprennent c'est pas. Tellement important qu'on va attendre quelques secondes pour pouvoir s'y intéresser un peu plus longtemps. On retourne Gare du Nord puisque le cortège, je vais faire un peu de poésie, est en train de commencer à s'ébrouer. Mathieu Desmoulins. Exactement, assez brouillé, ça bouge tout doucement ici, Gare du Nord. Le cortège va commencer à s'élancer, direction donc Châtelet via le boulevard de Magenta. Les syndicats attendaient pour la plupart simplement que une partie, un groupe de gilets jaunes arrive, ce qui est maintenant chose faite. Ils sont donc en train de s'élancer. À l'intérieur du cortège, de nombreux syndicats, membres de cette fameuse intersyndicale qui appelle à ne pas faire de trêve, la CGT, FSU, Solidaire, Force ouvrière, de nombreuses associations de jeunesse et donc ces gilets jaunes dont je vous parlais il y a quelques minutes. Mobilisation légèrement décevante, reconnaissait il y a quelques minutes en privé un responsable syndical de la CGT qui explique ça par le fait qu'il est difficile de mobiliser en période de fête, tant sur le plan moral que financier. D'ailleurs, de nombreux grévistes circulent à l'intérieur du cortège avec des cagnottes de grève, demandent aux passants et aux non-grévistes de les remplir car ils s'attendent à perdre. Certains ont déjà perdu entre 900 et 1000 euros depuis le début de la grève, nous disait-il. Ils s'attendent à perdre encore plus jusqu'au 9 janvier, date de la prochaine mobilisation nationale. Merci Mathieu Desmoulins, merci à Julie Janus qui est avec vous et on le voit, il y a effectivement une constellation assez hétéroclite. Le mot de la fin avant qu'on marque une nouvelle petite pause. Anne. Écoutez, je reprends un petit peu tout ce qui s'est dit ici. Je n'ai pas d'avis aujourd'hui sur cette réforme par points. C'était pas le projet de la famille politique auquel cette réforme, par points, cette retraite par points, ce n'était pas le projet de la famille politique auquel j'appartiens, mais je ne vais pas être contre par dogmatisme. Ce que je trouve qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis parce qu'à mon avis, dans une réforme comme ça, vous devriez avoir la moitié des gens, enfin la moitié, je ne sais pas, ceux qui perdent qui sont contre et ceux qui gagnent qui sont pour. Or aujourd'hui, vous avez entretenu un tel flou, une telle ambiguïté, un tel système que personne ne sait s'il gagne ou s'il perd. Donc on va dire défensivement, vous avez réussi à cristalliser une grande partie de la population contre cette retraite-là. Et je pense que c'est dommage. Cette réforme est pour tous ceux qui sont laissés sur le bord du chemin. Ce sera le mot de la fin de Julien Bargeton qui va devoir nous quitter. Pardonnez-moi, nous devons à nouveau... Les femmes qui se sont interrompues. Vous continuerez le débat juste après. On revient dans un instant après cette courte page de publicité. Alors un syndicaliste de la CGT disait tout à l'heure qu'il y avait une petite déception sur la mobilisation. Vous la partagez, Antoine Léaumont. On n'a pas de comptage pour l'instant, mais on voit bien sur les images qu'il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes. Les mobilisations de ce type-là en plein milieu des fêtes et en période de grève, parce que la grève continue et qu'il est donc difficile de se rendre sur les lieux de mobilisation par ailleurs, c'est l'effet boomerang là. L'objectif n'est pas de faire du nombre. L'objectif pour une mobilisation comme celle-ci, c'est de marquer le terrain. Et aujourd'hui, dans votre émission, on en parle, on regarde les images et le fait qu'il y ait une forte mobilisation n'est pas nécessaire pour qu'on en parle. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant et c'était un peu l'objet de notre débat tout à l'heure sur est-ce que oui ou non se fait une convergence entre gilets jaunes et syndicalistes. Votre journaliste sur le terrain disait des choses qui, à mon sens, sont très justes, c'est que le mouvement des gilets jaunes du début refusait tout lien avec et les syndicats politique, les syndicats, etc. Comment ? Avec l'extrême gauche. Non, refuser tout lien avec... On va pas repartir là-dessus. Globalement, les formes de représentation intermédiaire, en tout cas. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais peut-être aussi, pour une raison simple, c'est que la manifestation d'aujourd'hui est un samedi. Et ça fait assez longtemps que nous, en tout cas à la France Insoumise, on propose qu'il y ait une grande mobilisation un jour de week-end, parce qu'on sait très bien que ça permet à des gens qui justement ne sont pas en capacité de faire grève parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ont peur dans leur travail aussi, parce que pour tout un tas de raisons ils ne sont pas en situation de faire grève. Et ben si on avait une mobilisation un jour de week-end comme celui-ci, on pourrait
aller vers cette convergence des luttes-là. Moi, je suis heureux de voir que, même si effectivement il n'y a pas grand monde, mais pour moi c'est pas important, il y a cette convergence qui se fait, et c'est la même que j'ai vue moi hier en distribuant mes tracts sur le rond-point. Donc je trouve qu'il y a un air positif de la reprise de la contestation dans notre pays. En tout cas, un retour en grâce, en quelque sorte, de syndicats comme la CGT, qu'on disait moribond il y a quelques temps, et qui, là, sont revenus, en quelque sorte, sur le devant de la scène, Jean Messia. Moi, je dirais que, passez pour l'expression, c'est un peu le double effet qui se coule de la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'on avait, effectivement, au départ, la colère exprimée par les Gilets jaunes, mais les vrais Gilets jaunes, en réalité, le mouvement des Gilets jaunes, canal historique, si je puis dire, il s'est tari en cours d'année 2019. Et il s'est tari à mesure qu'il a été récupéré précisément par des militants d'extrême gauche, quand ce n'est pas par les Black Blocs, etc. Alors, on a utilisé tout un subterfuge. Ça montre aussi que les Gilets jaunes étaient très divers au départ. Hein, oui, mais enfin, globalement, si vous voulez, les Gilets jaunes des ronds-points du mois de novembre et du mois de décembre, on voit qui ils sont. On voit que c'est plutôt les classes populaires de la France périphérique, de la France des oubliés. En tout cas, voilà. Oui, ils étaient populisés. Mais est-ce qu'ils se repolitisent aujourd'hui? Non, ils étaient peu politisés dans la mesure où effectivement ils ne suivaient pas les consignes d'un parti politique ou d'un syndicat. On a tenté, et d'ailleurs le gouvernement l'a encouragé, de faire des listes Gilets jaunes aux élections européennes qui n'ont pas du tout pris. Et en réalité, le vote, l'expression politique des Gilets jaunes, elle s'est reportée aux élections européennes qui ont été en quelque sorte une sorte de référendum finalement pour ou contre la politique du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement l'a voulu ainsi, le président de la République lui-même l'a voulu ainsi, puisqu'il s'est affiché pour l'élection européenne sur les affiches de campagne en évinçant sa tête de liste. Donc c'était clair que c'était un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Et effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas les représentants de début, ont voté Rassemblement national dans leur grande majorité, et toutes les études le prouvent. D'ailleurs, depuis que l'extrême gauche a essayé de noyauter le mouvement, il n'y a plus de Gilets jaunes. Le mouvement s'est totalement tari. On est passé de plusieurs centaines de milliers à quelques centaines ou quelques milliers au plus. Alors, si je peux me permettre, vous oubliez juste un fait fondamental et majeur dans la démobilisation qui s'est produite petit à petit des Gilets jaunes. C'est qu'il y a 2000 personnes qui se sont faites blesser par des tirs de LBD, par des grenades, parce que le gouvernement a réprimé ce mouvement comme jamais on l'a vu dans un pays, dans une démocratie. Donc oui, effectivement, les gens, et j'en fais partie, n'ont pas envie de se prendre des coups, n'ont pas envie de se prendre des gaz lacrymaux, et n'ont pas envie d'aller manifester quand c'est pour se faire taper sur la tronche, pour être très concret. Et les 10 milliards, il ne faut pas les oublier. Donc, non, mais ça c'est de la... Au final, c'est de la poudre aux yeux. Parce que dans les réponses, l'effet d'annonce est puissant. Non, moi je ne crois pas, parce que ça n'a rien... Julien Bargeton n'est plus là pour vous répondre. Oui, mais ça n'a rien réglé des problèmes que rencontrent les gens. Ouais. Et dans les problèmes que rencontraient les gens, je suis désolé, vous dites, en gros, je vous résume, je vous schématise le truc, vous me dites, les Gilets jaunes, c'était des gens du Rassemblement national. Non, c'était majoritairement des gens du Rassemblement national. Et puis après, c'est devenu autre chose. Vous faites 2 erreurs. Premièrement, il y a déjà... Enfin, vous faites même 3 erreurs. Il n'y a aucune étude qui montre... Si. Il n'y a pas d'étude. Je vous assure. Il n'y a pas d'étude qui le montre. Bien sûr. D'ailleurs, vous étiez... Les études montrent au départ, vous étiez contre le mouvement des Gilets jaunes. Mais non, la France insoumise. Vous avez d'excellents community managers qui ont effacé tous les messages qui traitaient le mouvement de populisme, de fascisme, etc. C'est quand même moi le community manager de la France. Justement, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Merci beaucoup. Mais nonobstant, ce qu'on a constaté dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que les revendications qui étaient portées par les Gilets jaunes dès le départ de la mobilisation, c'était des revendications qui étaient très proches de nos idées à nous. Je dis pas que les gens... attendez, excusez-moi, le référendum d'initiative citoyenne, la 6e République, l'augmentation du SMIC, vous êtes pour? Non, vous n'êtes pas pour. La retraite à 60 ans. On est pour l'augmentation des salaires, mais pas comme ça. La retraite à 60 ans, vous êtes pour, mais si jamais on y arrive, peut-être on ne sait pas comment, bref. Vous n'êtes pas clair, nous, c'est clair. Parlez-nous un peu d'immigration. Alors, chacun revendique. Mais il n'y en avait pas. Si, justement. Non, il n'y en avait pas. Reprenez la liste. Vous savez ce que c'était les revendications sur l'immigration? Un accueil digne. Mais non, mais ça c'est votre prisme. Non, mais c'est votre prisme diversitaire qui vous fait avoir ça. J'invite vos téléspectateurs à faire juste une chose, à taper sur Google liste de revendications des Gilets jaunes. Mais ils le font. Il y en a des dizaines, monsieur. On va sortir ce débat et chacun revendique la paternité ou l'origine, ou chacun revendique. Il y a eu une élection, l'élection européenne. Avec 50% d'abstention. Il y a eu une élection européenne qui n'était pas aussi liée aux Gilets jaunes. Quand il y a 80% l'occasion de rappeler que c'est votre mouvement qui est arrivé en tête. Exactement. Autre thème, parce que j'aimerais que Anne-Éric Palette puisse prendre la parole aussi sur un autre thème, c'est toujours ces mêmes images, très souvent le samedi, ça peut être la semaine. Vous qui êtes maire d'une commune en Île-de-France, on voit aussi un blocage qui affecte, que ce soit les transports de voyageurs, qui affecte les commerces, etc. Est-ce que pour vous,
francilienne que vous êtes et responsable politique, on va vers un problème. Je crois qu'on évaluait à 400 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires pour le commerce en France en général par jour de grève. En général, alors il y a eu peut-être des transferts aussi d'un secteur d'activité à l'autre, mais je pense à Paris, les commerces, le secteur hôtelier, tout le secteur touristique a été très très fortement pénalisé, les centres commerciaux en périphérie. Nous, en banlieue un petit peu plus éloignés, je dirais que nos commerces à nous n'ont pas été pénalisés puisque les gens sont peut-être restés un petit peu plus localement, en tout cas en cette période de fête, faire leurs courses. Oui, les gens s'organisent, hein. C'est voilà, peut-être une petite différence avec 95 d'ailleurs. Voilà, et il y a des transferts de fonds entre effectivement ce qui n'est pas dépensé dans du transport collectif sera dépensé dans du transport alternatif, du Uber, ce qui n'est pas forcément mieux. Hein. Amazon qui a pour le coup beaucoup bénéficié de cette période. On peut s'organiser, je pense tout à fait, il y a des propositions autres que celles qui pouvaient exister en 95. Ceci dit, là, la rentrée est maintenant dans un petit peu plus d'une semaine, et là il va falloir repartir travailler. Je pense que les gens qui avaient la possibilité de faire du télétravail, des choses comme ça, ont un peu épuisé, de prendre quelques jours de congé, quelques résidus, ont un petit peu épuisé toutes les solutions qui leur étaient offertes. Moi je suis vraiment inquiète pour ces gens cette rentrée, pour ces gens qui ont vraiment besoin aussi et envie aussi d'aller travailler. Je suis toujours un petit peu dérangée, sans du tout remettre en question la grève, que des gens manifestent leur désapprobation. Je n'ai aucun souci avec ça et c'est fondamental dans l'organisation sociale de notre pays, mais qu'on empêche, même si c'est pas directement, hein, on est bien d'accord qu'on ne se met pas, même s'il y a eu, vous l'avez rappelé, quelques coupures d'électricité, etc., mais qu'on complique à ce point-là et qu'on déséquilibre à ce point-là l'organisation économique d'une région, peut-être plus que d'un pays. Hein. Je pense que l'Île-de-France est beaucoup plus impactée. Ça interroge vraiment sur la justice de ce mouvement. On retourne un instant dans cette manifestation retournée Charline Hurel. On voit que la manifestation a commencé. Décrivez-nous un petit peu l'atmosphère autour de vous, Charline. Eh bien, écoutez, des manifestants qui commencent à battre le pavé et avec une seule revendication, eh bien, ils ne veulent plus de cette réforme, ils la veulent en tout cas plus claire, ils en veulent son retrait et ils sont déterminés. Ils nous disent qu'ils iront jusqu'au bout, une manifestation qui se passe dans le calme et en musique, vous pouvez sûrement l'entendre. Et ici, eh bien, nous avons vu des leaders des syndicats, notamment Philippe Martinez qui est ici dans le cortège. Philippe Martinez qui s'est beaucoup montré cette semaine aux côtés des grévistes qui au bout de 4 semaines nous disent eh bien, qu'ils ont toujours le moral, qu'ils sont fatigués mais qui comptent aller jusqu'au bout. Donc vous le voyez, faire bloc contre le gouvernement, eh bien, c'est bien l'objectif ici avec la convergence des luttes mais aussi avec la convergence de plusieurs professions, de plusieurs syndicats, de plusieurs mouvements, avec la présence aussi des Gilets jaunes. Donc vous l'avez compris, des manifestants qui sont là pour faire entendre leur colère au gouvernement. Merci Charline, merci à Céleste Joseph. Et vous venez de le dire du côté de la CGT, effectivement, il y a une volonté d'aller jusqu'au bout. On va lire ce que disait Laurent Brun il y a peu de temps. Laurent Brun de la CGT cheminot, le secrétaire général, qui dit « Ce sera la guerre totale. La SNCF sera par terre, mais l'appareil de la CGT sera debout. La guerre à outrance n'est pas pour me déplaire. La seule sortie possible, c'est la révolution. » Et puis on va écouter Philippe Martinez qui explique que pour lui, le mouvement est bien ancré, en d'autres termes, qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Pour l'instant, le mouvement il est bien ancré et il demande qu'à continuer, sauf si le gouvernement nous annonce qu'il retire son projet et qu'on discute vraiment d'un vrai projet de retraite solidaire qui ne laisse personne sur le carreau. Il y a quand même un côté un peu jusqu'au boutiste, non? La guerre totale, la SNCF sera par terre, la CGT sera debout. C'est des mots d'un registre martial pour le coup. Oui, c'est des mots d'un registre martial, effectivement. C'est martial. Mais il y a le jusqu'au boutisme, il est du côté du gouvernement pour l'instant. Alors tout le monde se renvoie la balle. Mais enfin, quand vous voyez un responsable de... Je veux bien tout ce qu'on veut, mais au final, qui nous fait un projet de réforme des retraites dont on ne comprend pas l'utilité? C'est le gouvernement. Si on n'en comprend pas l'utilité compte tenu du fait que, selon toute évidence, on est en capacité de financer le système de retraite actuel en l'aménageant, en faisant en sorte, je vous donnais des propositions tout à l'heure, mais l'augmentation des salaires en fait partie, et je pense que l'augmentation des salaires aurait un effet positif général sur l'économie, parce que pour moi, il faut qu'on fasse une politique de la demande et pas une politique de l'offre.
mais si on modifie un petit peu, on peut faire fonctionner ce système de retraite et l'améliorer même. Je repose la question. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est exagéré dans la sémantique de dire guerre totale? Non, vous êtes pour... il faudrait voir dans quel contexte il a dit ça. Peut-être que la question qui lui est posée est est-ce que c'est la guerre? J'en sais rien, je ne sais pas dans quel contexte c'est dit. Mais par contre... Confidences recueillies par un journal. Quand on est face à une situation dans laquelle, je suis désolé, c'est le gouvernement qui est en train de faire la guerre aux citoyens. C'est le gouvernement qui tire des LBD. Jusqu'à présent, c'est pas les syndicalistes qui ont tiré sur la police. Enfin, je suis désolé, mais les armes de guerre, c'est qui les utilise contre le peuple? C'est pas les gens de la CGT. C'est les gens qui eux ont réussi à négocier un régime spécial parce qu'ils sont le seul outil de maintien du gouvernement. Donc, face à une situation où le gouvernement veut aller jusqu'au bout de son truc et est dans une espèce de truc hyper radical, eh ben, il est logique que les gens soient dans une opposition tout aussi radicale. Jean Messia. C'est bien un registre marxiste puisqu'il parle de révolution. C'est pas simplement martial, vous m'avez repris, mais lisez ce qu'il dit. Y a pas que... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... La révolution n'est pas que marxiste, monsieur. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est pas tant la mobilisation dans la rue, encore une fois, que le soutien dont bénéficie ce mouvement dans l'opinion. Parce que ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Soutien d'environ 60%. Ce qui est énorme. Entre le soutien et la sympathie. Ce qui est énorme par rapport d'abord à la longévité et surtout par rapport à toutes les tracasseries et tous les embêtements que cela provoque pour la plupart des citoyens. Les Français, je crois, ont bien compris que cette réforme est totalement floue. À la vérité, personne n'y comprend plus rien. Elle était peut-être claire au départ, mais le fait que le gouvernement sans arrêt finance telle catégorie pour réparer, pour indemniser, pour corriger, et finalement rend la réforme totalement illisible. Et quand c'est flou, il y a un loup. Et donc à ce moment-là, les gens n'y croient plus et les gens sont contre cette réforme. Je rappelle quand même que la retraite, c'est le morceau le plus gros de notre protection sociale. Les enjeux sont colossaux. C'est pour ça que notre mouvement, le Rassemblement national, avait demandé un référendum parce que la retraite touche tout le monde. Donc il est parfaitement normal que sur des sujets aussi structurants, aussi généraux, qui touchent l'ensemble des citoyens, que ces citoyens puissent se prononcer sur ce projet de réforme. Juste cette image, parce qu'elle est très symbolique. Philippe Martinez en grande discussion avec un gilet jaune. Il vient d'en être question sur ce plateau depuis pratiquement 2 heures maintenant. On va retourner voir Charline Hurel et effectivement Philippe Martinez qui discute avec tout le monde. On va la retrouver dans quelques instants. Anne, c'est une image assez symbolique malgré tout. Alors c'est peut-être circonstanciel, mais en tout cas on voit qu'il y a des discussions. Une convergence devant les caméras. Convergence, en tout cas devant les caméras. Oui. Moi, je suis vraiment presque scandalisée que un responsable syndical que les corps intermédiaires se prononcent dans une démocratie avec des termes pareils. C'est la révolution, on va mettre la SNCF par terre quand même. La SNCF, je dis pas que c'est un modernisme. Plus de régimes spéciaux après, si on est cynique. C'est plus de la SNCF. Dans une démocratie, je ne vais pas me poser en défenseur de la réforme du gouvernement, il est parti, tant pis pour lui. Mais enfin, dans une démocratie, Monsieur Macron, il a été élu avec ce projet-là, que je ne cautionne pas forcément, je vous le répète. Enfin, il est élu avec ce projet-là, il doit le mettre en place. Il le met en place, il s'y prend, à mon avis, dramatiquement avec une communication nulle qui fait que, comme vous le rappeliez, personne ne sait exactement ce qui va se passer. Personne ne comprend. Et vous-même, vous dites que vous ne savez pas ce qui va être mis en place. Je ne me positionne pas. J'attends de voir. Je ne dis pas que je suis pour ou que je suis contre. Je ne me positionne jamais par dogmatisme. Donc j'attends de voir, mais pour l'instant, on ne voit rien. On voit ces simulations, là, ces 50 cas, alors que des cas de carrière, il y en a des milliers. Maintenant, qu'un responsable de corps intermédiaire qui ont rouspété pendant des mois en disant on a été écrasé par le président de la République, on ne nous a pas écouté pendant toutes ces premières années du mandat, là il y a une occasion de discussion. Alors il est exact qu'au début, les corps intermédiaires ont été tout à fait. Comme les élus locaux, on a râlé à peu près avec la même force. Vous aussi, en effet. Tout à fait. Là, il y a vraiment au moins un semblant de débat qui se met en route. Si la position dès le départ est de dire on n'est pas d'accord, on continuera jusqu'à ce que la réforme soit retirée. Pour moi, c'est pas une négociation. Et d'appeler à la révolution et au grand soir comme ils le font, pardonnez-moi, je vous interromps parce que Charline Hurel est avec Philippe Martinez. On vous écoute. Exactement. Alors, dites-nous une première réaction sur ce qu'a dit Jean-Baptiste Djebbari. La CGT est trop radicale ? Non mais Monsieur Djebbari, il faut qu'il ouvre les yeux et qu'il ouvre ses oreilles. J'ai eu l'occasion de lui dire en face, la CGT, elle contre ce projet de réforme, mais elle est pour améliorer le système actuel. Et effectivement, nous avons combattu les réformes précédentes, sûrement
des amis à lui qui ont consisté à affaiblir le système actuel en réduisant les cotisations sociales, notamment de la part des employeurs. Donc M. Djebbari, il faut qu'il révise son histoire. Et alors, une question sur aussi cette opposition des syndicats. Vous avez remarqué qu'on vous oppose sur votre mode d'action avec les autres syndicats. Et quelle est votre opinion, vous, là-dessus? Vous vous sentez trop éloigné d'eux? Pas du tout. Vous savez, on a reçu une centaine de lettres de soutien de syndicalistes du monde entier. Vous voyez que dans le monde entier, il y a le temps des discussions. Et puis quand les discussions n'avancent pas, il y a le temps de la grève. Et ça, c'est partout dans le monde. Évidemment, dans les pays où la grève est autorisée, ce qui n'est pas le cas partout. Mais dans tous les pays du monde, on a les mêmes formes d'action, donc on n'est pas du tout isolé. Et alors, concernant cette grève, vous irez jusqu'où concrètement? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions, vous, avec le gouvernement? Mais on l'a dit à plusieurs reprises, il faut que le gouvernement écoute les grévistes, écoute l'opinion publique. Quand 62% de la population soutient un mouvement social, c'est pas à nous de nous poser des questions, c'est au gouvernement et au président de la République. Et donc, on retire le projet et on voit comment on améliore le système. Je le répète, ce sont les amis de M. Djebbari, M. Macron, M. Édouard Philippe qui ont contribué à affaiblir notre système en réduisant ses moyens, notamment en exonérant les grandes entreprises du paiement de leurs cotisations sociales. Donc ça, il faut le revoir. Il faut plus d'argent pour la protection sociale. C'est ça le symbole d'un pays riche. Philippe Martinez, vous le voyez, qui est aux côtés de ces grévistes, des grévistes qui nous le disent ici, ils iront jusqu'au bout. Merci Charline Hurel, merci à vous. On vous retrouve dans quelques instants. Alors c'est intéressant parce que ce que vient de dire Philippe Martinez prolonge un petit peu le débat. On voit bien malgré tout qu'il y a un côté jusqu'au boutiste, sans doute avec un prochain grand rendez-vous qui sera le 9 janvier, c'est-à-dire 2 jours après la reprise des négociations. Mais on n'a vraiment pas l'impression que quelqu'un va lâcher là, pour le coup. Effectivement, mais je pense que le gouvernement ne s'attendait pas en fait à ce que la contestation soit aussi forte et aussi organisée. Parce que là, on parlait aussi des carburants tout à l'heure, ils font les fiers à bras un petit peu en ce moment en disant non, il n'y a pas de problème, etc. N'empêche qu'on constate. Il y a 2 raffineries qui sont bloquées. Il commence à y avoir des problèmes et les organisations syndicales ont été assez bien organisées dans leur travail pour faire en sorte que ça vienne par petits paquets et que, en gros, il puisse y avoir un peu que ça tourne, quoi, et que ça soit pas toujours les mêmes qui soient le plus dans l'action. Je voudrais juste dire un truc sur. Vous disiez tout à l'heure, je suis choqué qu'un responsable syndical dit on est prêt à mettre la SNCF par terre. En réalité, c'est déjà commencé et c'est pas la faute des syndicalistes, c'est la faute de l'Union européenne et des paquets ferroviaires qui, depuis des années, ont détruit le système ferroviaire unique du rail qu'on avait dans notre pays. L'ouverture à la concurrence, c'est à ça que vous faites allusion. Qui est quand même le fret d'abord, puis sur un monopole de fait comme le rail n'a absolument aucun sens et au contraire, moi je suis pour des organisations. Pourquoi c'est un monopole de fait, le rail? Parce que vous pouvez pas faire passer 2 trains en même temps au même moment. Ça peut être plusieurs compagnies. Ça peut être plusieurs compagnies, mais ce que vous vendez, c'est des tranches horaires. Vous avez quand même qu'un seul rail et vous avez tout ce qui est des activités de réseau comme le rail, l'autoroute, l'électricité sont des activités économiques qui par nature sont monopolistiques et qui par nature n'ont aucun intérêt. Des biens publics. Non, sont des biens publics il faut qui n'ont aucun intérêt à être dans le renationaliser un certain nombre de choses. Moi, je suis pour la renationalisation des autoroutes. La renationalisation des autoroutes au minimum. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est en train de détruire notre service public d'une manière générale, c'est pas les travailleurs qui sont à l'intérieur, c'est les mesures libérales qui, en ouvrant à la concurrence, en privatisant, en détruisant le service public, sont en train de détruire ce qui fait la fierté de notre pays et qui fait, je pense, la gloire de notre pays. Vous êtes d'accord l'un et l'autre, ce qui, on arrive au terme de cette émission. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas contester parce que ce sont des faits. Moi, je tiens quand même à préciser. Vous aussi pour une renationalisation, pour un monopole d'État sur un certain nombre de choses, et ça réglerait tous les problèmes. Ça réglerait en tout cas beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui. On ne change pas une équipe qui gagne, si vous voulez. Quel intérêt il y avait de désorganiser la SNCF, de diviser entre le rail, le transport, etc. Oui. Attendez, on avait des trains. Vous savez ce que disait Margaret Thatcher au début des années 80 ? Elle disait si le rail britannique marchait aussi bien que la SNCF française, je l'aurais jamais privatisé. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une parole qui vient d'une ultralibérale de l'époque et qui vaut quand même tous les diplômes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'article 20 de la Constitution dit quand même que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il la conduit mal, puisque sur 2 ans de Macron, on aura connu plus d'1 année de colère sociale quasiment non-stop. Donc j'ose imaginer que
si, alors je sais bien qu'on a tendance à édulcorer ce mouvement social en le minimisant, etc. Mais imaginez que Marine Le Pen aurait été au pouvoir et ce qui se passe, c'est les scènes quasiment de guérilla urbaine qu'on a connues pour les Gilets jaunes et encore récemment pour ces grèves-là, que n'aurait-on entendu? Là, ça passe comme une lettre à la poste. Enfin, je dis que tous ceux qui aujourd'hui sont dans la rue, et notamment monsieur de la France Insoumise qui encourage ça, tous ces gens-là ont contribué à mettre Macron au pouvoir. Donc ils ne viennent pas aujourd'hui nous expliquer... Certainement pas. Ah si, vous avez appelé à voter Emmanuel Macron, la CGT a appelé à voter Emmanuel Macron, donc ils ne peuvent pas aujourd'hui venir se plaindre des conséquences de la cause qu'eux-mêmes ont mis en place. Vous dites voilà. En quelques secondes, Antoine Léaumont. C'est une chose inexacte. Jean-Luc Mélenchon a dit que les gens étaient assez responsables pour savoir ce qu'ils avaient à faire. C'est pas alors, les gens sont responsables. Il y a eu d'autres personnes qui ont appelé à voter Macron. Mais vraiment, Anne-Irine Palek, parce qu'on vous entend trop peu. Quand vous entendez à la fois la France Insoumise et le Rassemblement National qui dit finalement le monopole d'État pourrait être une solution. Je crois qu'on vit dans un pays qui emprunte pour rembourser ses emprunts. Il faut quand même s'interroger sur les priorités à donner au service public. On offre un service public de qualité, oui. Peut-être on doit repenser effectivement les secteurs prioritaires à conserver dans le public et ne pas se diversifier comme on l'a fait pendant des années. Il y a un juste milieu à trouver, mais je vous rappelle que là on distribue, effectivement il y a eu les gilets jaunes, là dans cette phase de négociation avec les grévistes pour les retraites, on distribue. On est dans un pays qui emprunte pour rembourser ses emprunts. Ça interroge quand même la moindre famille. La moindre famille qui arrive dans cette situation-là, c'est tout de suite catastrophique. Non, nous on se satisfait de taux d'intérêt bas et on emprunte, non pas pour payer déjà pour du fonctionnement, ce serait catastrophique. On n'emprunte pas pour l'investissement, on emprunte juste pour rembourser ses emprunts. Et juste pour finir, on retourne voir Charline Hurel qui va nous donner des nouvelles de ce cortège qui est parti de la gare du Nord il y a quelques minutes. Charline. Eh bien oui, nous sommes actuellement à l'arrêt parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de monde ici, en tout cas sur ce boulevard Magenta, donc ce qui fait que la circulation est parfois plus compliquée. En tout cas, beaucoup de syndicats à mélanger, l'UNSA, la CGT, FO, tous en tout cas pour dire une même chose. Ils ne veulent pas de cette réforme des retraites, mais surtout, eh bien, ils dénoncent ce système à points, qu'ils ne comprennent pas du part et qu'ils disent eh bien, que ça va leur enlever beaucoup d'avantages et surtout qu'ils vont perdre beaucoup d'argent à la fin. Des grévistes qui nous parlaient aussi que depuis 4 semaines, ils ne sont plus payés. Qu'est-ce qu'ils ont perdu depuis? Ils estiment leur perte entre 700 et 1000 euros, mais des grévistes en tout cas qui nous disent qu'ils sont déterminés, qu'ils iront jusqu'au bout. Pour eux, pas de concession avec le gouvernement. Ils ne demandent qu'une seule chose pour la majorité d'entre eux, en tout cas, eh bien, c'est le retrait de cette réforme. Merci Charline, merci à tous les trois autour de ce plateau pour le débat. Avant que vous retrouviez dans quelques minutes Sylvia Micon, cette image de Jérôme Rodriguez, vous l'aviez noté Antoine Léaumont tout à l'heure, qui a été tout à l'heure exfiltré de cette manifestation. Jérôme Rodriguez qui dit être blessé à l'œil, vous venez d'ailleurs de le voir se tenant l'œil. Encore, dites-vous en effet, puisqu'on se souvient que Jérôme Rodriguez a perdu un œil, c'était devant la place de la Bastille. Plus d'informations à suivre d'ici quelques minutes sur LCI. Restez avec nous. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à mettre des pouces bleus. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et puis comme on est le 28 décembre au moment où j'enregistre cette vidéo, je me permets aussi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et j'imagine certains d'entre vous la regarderont après, une très bonne année 2020. Et ça sera une année de lutte pour beaucoup d'entre nous, je le sais. Allez, on continue, on lâche rien et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!